Alors qu'une pluie digne des océans de Camino s'abat sur le vaisseau, il est temps pour l'équipage de l'Outrider de débriefer l'actualité Star Wars de ces dernières semaines. The Rise of Skywalker chez Vanity Fair, l'ouverture de Galaxy's Edge, une potentielle trilogie KOTOR et bien plus encore, c'est tout de suite dans Outrider. Volet de fermeture en position d'attaque. Pour remplir cette mission aujourd'hui, je ne suis pas seul, vous vous en doutez, l'Outrider ne peut voler avec une seule personne parce que ça créerait des complications. Donc il y a notre navigatrice de bord, spécialiste des parcs d'attractions de toute la galaxie depuis 1992, c'est Phobos. Salut, bonjour. Il y a mon copilote chéri, ce bon Gibouille. Oui, moi je suis énervé aujourd'hui parce qu'on nous vole notre travail. Alors, on reviendra là-dessus peut-être plus tard, mais on va parler effectivement d'éthique journalistique aujourd'hui. On va pas parler que de Star Wars, même si vous pouvez vous en douter, pour un podcast qui s'appelle Outrider, on va quand même parler un petit peu de Star Wars, et on va en parler aussi avec un homme qui revient après de longs épisodes d'absence. Il revient d'une planète éloignée, cachée du secteur, dans le secteur de l'Europe de l'Est, je crois, où il travaillait sur des usines de droïdes. Et vous le connaissez pour son travail sur Star Wars Universe.com. C'est Lane Adrien. Je sais pas comment on dit. Lane Hangsu, c'est bien. Ouais. Lane Hangsu, oui. À peine débarqué de la fin fond de la Pologne et de retour dans sa bibliothèque d'Ossus, que l'Outrider a fait un arrêt près de chez moi pour débriefer l'actualité Star Wars. Eh ben oui, on sait que, comme disait JB en off juste avant ce podcast, tu es l'une des dernières rames perdues de cette galaxie à lire absolument tous les comics de Star Wars. Et tous les romans. Et tous les romans. Donc on a ce qui peut s'avérer beaucoup plus difficile. Ouais. Ça a eu certains effets sur ta santé mentale, mais pour l'instant, on prévient nos éditeurs. Adrien est en forme. Il est là pour parler avec passion, détermination, mais aussi avec sérénité. Voilà, je lis sur son visage une certaine force, avec un F majuscule si vous voyez ce que je veux dire. On va partir dans le vif du sujet tout de suite, mais avant ça, une petite note pour ceux qui ne souhaiteraient rien savoir, et quand je dis rien, c'est absolument rien, pas même nos théories sur le sujet, de Star Wars 9, Rise of the Skywalker. Non, c'est The Rise of Skywalker, j'y arriverai un jour, je vous le promets. Mais bref, si vous n'avez rien envie de savoir de ces nouvel épisode, vous allez dans la description de ce podcast et il y aura un petit timecode, puisqu'on va commencer par ça, vous aurez juste à skip cette petite aparté sur notre avis sur des photos, des informations qui ont été révélées par un magazine qui commence par Vanity et qui termine par Fair. Vous connaissez, je crois que la tradition demeure maintenant depuis la prélogie, si je dis pas de bêtises, avec la présence de la photographe qu'on appelle ça c'est pour Phobos. Annie Leibovitz. Ok, qui est une photographe assez connue et qui très connue. Même très connue. Oui. Toi tu la connais très bien. Non, malheureusement. Ok. Mais son taf est souvent d'immortaliser chaque épisode, en tout cas numéroté, de Star Wars, avec des espèces de clichés généralement assez soignés. Alors là, ce qui était intéressant par rapport à The Last Jedi, c'est qu'on était 100% à l'extérieur. Alors que The Last Jedi c'était des essais costumes, c'était peut-être un peu moins joli j'avais trouvé. Donc là on est de nouveau dans le désert de Jordanie, de nouveau parce que c'est là où Rogue One a été tourné il me semble, mais pour une autre planète, on va en parler tout de suite. Et c'est sympa et on a vu plein de choses. Qu'avez-vous pensé de ces différentes photos ? Est-ce qu'il faut que je vous rappelle la mémoire sur quels étaient ces clichés avant de vous lancer dans une petite analyse, un petit débrief ? JB. Moi je les ai plus tous en tête, mais à chaque fois, ce que j'aime bien avec les shootings Vanity Fair, c'est que les photos sont très belles et elles sont suffisamment explicites pour te montrer des choses sur le film sans t'en dévoiler trop en fait. Je trouve qu'à chaque fois, il y a le curseur, il est assez bien placé pour te donner envie, pour te dire il y aura peut-être ça, mais t'es jamais sûr en fait. Effectivement, donc notamment ce qu'a confirmé, qui est un bon exemple de ce que tu viens de dire, ce qu'a confirmé Vanity Fair, c'est la présence des Knights Sovereign. Donc on avait plus ou moins compris et entendu en rumeur qu'ils seraient là, mais les voir en photo et directement dans cet environnement désertique, tout de suite implique un certain nombre de choses pour Star Wars The Rise of Skywalker. Et vu que j'ai lâché un pavé dans la mare, parlons de ces Knights Sovereign et de leur costume plus ou moins identique à celui de The Force Awakens. Est-ce qu'on est content de les imaginer
voilà, traquer quelqu'un ou quelque chose dans ce désert. Lane, est-ce que tu aimes ces personnages? Est-ce que, comme 99,9% de la population d'Internet, tu as envie d'en voir plus sur eux? Est-ce que je les aime? Est-ce que je peux aimer quelque chose dont je ne connais absolument rien? Non, mais est-ce qu'ils t'intriguent? Effectivement, c'est un excellent point, mais... Ils m'intriguent, oui, sur à la fois leurs origines et ce qu'ils ont fait pendant tout ce temps-là. Sachant qu'on rappelle, le film se passe 1 an après The Last Jedi. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait juste avant l'épisode 7, pendant l'épisode 7, pendant l'épisode 8, dans ce gap entre épisode 8 et épisode 9. Oui, tout cela m'intrigue, même si je pense que ça sera pas le film qui répondra à la plupart des questions que je peux avoir à leur sujet. Ok. Phobos, contente? Bah oui, contente quand même. C'est des persos qui ont l'air stylés. Alors effectivement, on sait pas grand-chose sur eux, mais c'est aussi ce qui fait leur aura, c'est leur petit mystère qui les entoure. Et ouais, j'ai hâte de les voir en action. J'imagine justement des scènes d'action assez bien foutues, avec tous ces personnages à gérer. Ça sera peut-être pas évident de bien montrer tout ça à l'écran, mais en tout cas, j'ai hâte de les voir enfin prendre toute la place qu'ils semblent avoir quand même dans cette histoire. Pourquoi pas revoir une scène un peu similaire à l'attaque contre les gardes prétoriens dans l'épisode 8, ça serait mais beau. avec les chevaliers de Rennes. Ouais, mais après, je sais pas si Gigi a la même maîtrise que ce cher Ryan Johnson en termes de bagarre. Il a quand même un peu plus d'expérience et il travaille aussi avec des gens qui sont relativement compétents. Il y avait cette rumeur que j'avais moi-même montée en 2015, comme quoi tous les cascadeurs et cascadeuses ou maîtres arts martiaux qu'ils avaient engagés étaient en fait incarnés les Knights of Ren, notamment les mecs de The Raid, parce que c'était exactement, je crois, 7 personnes et il y a 7 chevaliers. Je ne sais pas si on peut toujours croire à cette rumeur, parce qu'au final, depuis, on a appris que voilà, un tel c'était un caméo à tel endroit, etc. Mais il pourrait toujours se glisser sous le masque pour faire de la bonne bagarre. Sinon, un truc que je trouverais stylé, c'est que ce désert, comme ça arrive parfois dans notre propre planète, finisse par, sous la nuit, être complètement balayé par la pluie, et qu'on apprenne que cette scène dans The Force Awakens est en fait un flash du futur. Ça serait plutôt abramsien, je pense, dans l'idée. Si vous aimez cette théorie, lâchez-moi un follow sur Twitter ou un petit fave. Bref, et il y a même quelqu'un qui a remarqué en parlant de bagarre qu'il y en a d'eux qui porte une hache qui fait partie du décor de Solo. Alors je sais pas si à la base la hache était aussi déjà là de The Force Awakens. Elle était dans The Force Awakens. Ok, donc oui. Cette hache se balade un peu comme une arme de Thor, voilà, elle vole comme ça de plateau en plateau, puisque vous en doutez, ce n'est pas une vraie arme dotée d'un pouvoir propre. Ce qui est doté d'un pouvoir propre, c'est l'être humaine qu'on appelle Kerry Russell, chouchou de J.J. Abrams, et qui va incarner un petit chasseur de primes / contrebandier, on ne sait pas trop encore, qui s'appelle Zori Bliss, dont le costume violet et doré n'est pas sans rappeler Rocketeer. Et je suis curieux de voir pourquoi d'un coup on a besoin d'aller sur cette planète qui s'appelle du coup Kijimi, une planète un peu qui est décrite comme poussiéreuse et enneigée à la fois. Donc on l'a vu sur les images de Leibovitz, on voit ce décor là, et donc a priori elle servirait nos compagnons ou peut-être les méchants à accomplir quelque chose, on ne sait pas encore. Mais quelles sont vos idées, quelles sont vos réactions devant ce personnage dont le costume avait leaké il y a un bout de temps maintenant, mais qui enfin est en HD? Lane, tu me sembles bien parti. Sur le costume, j'ai pas grand chose à en dire. On a vraiment une aura chasseuse de primes avec, surtout grâce à ce masque qui rappelle un peu le masque des gardes de Dryden Ah ouais, c'est vrai, ouais. dans Solo. Après, sur le personnage en lui-même, si on se retrouve avec plus contrebandière que chasseur de primes, je trouve ça un peu dommage, parce que on avait donc Han Solo contrebandier épisode 7, on a un peu dans ce rôle-là un peu DJ dans l'épisode 8, qui est là un peu pour les aider à s'infiltrer, alors que chasseur de primes, pour l'instant, c'est pas quelque chose qui a été très utilisé depuis le rachat, donc je préférerais peut-être un personnage un peu chasseur de primes. Pourquoi pas payer par le premier ordre pour chasser quelques héros
avant une prise de conscience et un retournement contre son employeur. Ah bah tu vois, moi j'aimerais bien voir le contraire, c'est-à-dire que j'aimerais bien voir une chasseuse de primes mais employée par la résistance. Parce que ça on l'a jamais vu, tu vois, voir la résistance faire appel entre guillemets, à des prestataires, tu vois, pour des tâches qu'ils peuvent pas faire eux-mêmes. Et là, comme on avait vu le fait que quand DJ montrait que les vaisseaux finalement, que ça soit le Premier Ordre ou les X-Wing de la résistance, c'est les mêmes gens qui les fournissent, qu'il y ait des gens qui soient un peu, je travaille pour la résistance quand il y a besoin, mais je peux travailler aussi pour le Premier Ordre. Intéressant, excellent pitch. Ça pourrait être sympa, oui. Même si j'ai l'impression que c'est pas vraiment ce qu'on nous montre dans les épisodes numérotés. Dans un Rogue One, ça a été fait. C'était même très bien que ce soit fait. Là, j'aimerais bien, mais je suis pas sûr que... En même temps, après, la résistance, on les a laissés, même si on est un an plus tard, dans une mauvaise posture, pour ne pas dire carrément dans la merde. Donc, Après, une ancienne chasseuse de primes qui finit par rejoindre les rebelles, ça s'est vu dans la trilogie Riposte. Donc en soi, c'est pas... Rien de tout à fait nouveau pour les gens qui, comme toi, dévorent un peu tout ce qui se passe autour des films. On a appris bien sûr d'autres choses. Donc on a parlé de la planète Kijimi, qui pourrait être d'ailleurs l'endroit où l'étoile noire s'est écrasée, parce que ça ressemble un peu au décor qu'on voit dans le trailer. J'ai du mal à imaginer pourquoi, ou alors c'est une quatrième étoile noire qui a été conçue puis abandonnée, quelque chose dans ce genre. Ouais, non, j'espère vraiment que c'est Endor ou Yavin. Bon, je penserais plus pour Endor, vu le rire démoniaque qu'on entend en fin de bande-annonce, mais je préférerais vraiment que ce soit ça, qu'on nous sorte soit une nouvelle étoile noire, soit qu'on justifie de manière alambiquée une téléportation d'épave de morceaux. Voilà, elle a traversé la galaxie. Ouais, on a déjà vu ça en Legend, il y avait un morceau d'étoile noire qui s'était téléporté sur Mon Calamari. Mm-hmm. Ils ont précisé que c'était une planète, ou ça peut potentiellement être une lune d'Endor, comme la lune sur laquelle il y a les Ewoks. Ouais, ils disent une planète, mais bon, tu vois bien ce que... ils peuvent se permettre, surtout dans un film de J. Abrams, de jouer un peu sur la sémantique. Maintenant, ce qui est marrant, c'est qu'on a vu une image quand même de Rey et de Kylo Ren qui s'affrontent sur ce qui, pour moi, ressemble justement au fameux débris de l'étoile noire, ce qui potentiellement paraîtrait Lucasfilm de Disney dans l'idée, puisque c'était... l'un des troisièmes. Pourrait pas être le Faucon aussi ? Peut-être, ouais. Mais je pensais plus à l'étoile noire parce que Disney aime bien récupérer des idées pas utilisées par les scripts de Star Wars, et il me semble qu'il y a plusieurs scripts de Lucas qui se terminaient pour le premier film entre un combat au sabre laser, mais sur la surface de l'étoile noire, genre dans l'espace. Donc pourquoi pas un petit rappel à ça, quoi. Après, cette planète au nom que je ne... Kijimi. Voilà, ça pourrait très bien être une autre lune de Yavin ou une autre lune d'Endor. Ouais, je pense que ça serait peut-être le meilleur moyen de... Pour l'instant, on a un nouveau nom, on capte pas, et puis au final, oui, il y a 3 lunes ou 2, on s'en fout, quoi. Enfin, je m'attache pas forcément à ce genre de détails, tant que la scène est cool. En parlant de scène... Il y a aussi Anthony Daniels qui a dit les premiers mots de son perso, comme ça, au calme. Les premiers mots de son perso sont Common Emblem. Alors, je sais pas si les fans du rappeur Common, ou qui parle d'un emblème un peu spécifique. Le seul emblème auquel ça me fait penser, c'est celui de la Résistance. Éventuellement, la médaille qui a été remise, qui a fait dans l'épisode 4 et qui a fait une apparition dans le trailer. Bon, je pense qu'on n'a pas forcément besoin de revenir là-dessus, sauf si quelqu'un a une théorie de ouf. Même si moi je soutiens toujours que C3PO sera plus ou moins au centre du film. Avec son arc. Avec son arc. Qu'est-ce qu'on a appris d'autre aussi ? On va se tourner du côté de Phobos, parce qu'elle aime beaucoup le général Hux, et qui est entouré désormais de Richard. Il en faut. de Richard E. Grant, qui incarne un impérial, comme son physique le laissait penser depuis l'annonce casting, l'Adjutant General Pride avec un Y, mais bon, ça reste Général Pride. Donc voilà. Est-ce que c'est le Pride Month ? Donc je vous propose. Il a l'air hyper fun. Voilà, je vous propose de transformer cette personne en icône LGBTQ+. Parce qu'il s'habille déjà de manière très swag. Il a une espèce d'écharpe enroulée autour d'un costume impérial. C'est assez étrange, ça donne un côté un peu napoléonien que j'aime bien. Je sais pas si vous avez aimé, vous. Non, mais tu sais juste que via notre épisode sur les fanfictions, on sait que n'importe quel personnage se transforme en icône LGBT+, après. Oui, effectivement, son costume est assez intéressant parce qu'on le voit, Hux derrière a un truc hyper droit, et là il a un espèce de drapé.
qui évoque plus ce qu'on peut voir chez les Jedi d'ailleurs que chez l'Empire. Et sinon, bah oui, effectivement, hein, il a une bonne tête de général du First Order bien méchant. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, c'est un acteur plus âgé, alors que jusqu'ici, bah, on avait plutôt vu Hux, Kylo, voire même d'autres généraux qui faisaient parfois très jeunes. Et là, on se retrouve avec une figure d'autorité quand même plus déjà âgée. hyper cool dans The Last Jedi, justement, le début où t'as l'amiral du... Kennedy. c'est ça, l'amiral Kennedy du Dreadnought qui est un peu en mode genre, non mais je vais pas prendre des ordres de Hux, donc si on a ce genre de dynamique... c'est peut-être aussi, ça a peut-être entre guillemets donné l'idée à Abrams et Chris Terrio d'avoir ce personnage-là. En tout cas, ça peut créer une bonne dynamique et j'imagine que Hux aura besoin d'alliés s'il a envie d'emmerder un petit peu ce bon Kylo Ren. Et pour terminer, quand même, gros morceau, donc on parlait du désert tout à l'heure de Jordanie, donc on sait qu'on aura une nouvelle planète désertique après que beaucoup de gens aient supposé un retour sur Tatooine ou Jakku, qui s'appelle donc Pasaana, avec 2 A pour le deuxième A. Donc il y a en total 4 A dans cette planète et pour faire simple, les habitants de Pasaana s'appellent les Aki-Aki Avec 2 A. Avec 2 A donc, et ce sont des espèces de créatures dansantes qu'on a vues un petit peu à la célébration, qui ont l'air d'avoir des costumes assez colorés. Moi, ce que ça m'inspire, déjà je suis content qu'on revienne pas forcément sur une planète. Après, je trouve ça qu'on connaisse. Par contre, je trouve ça assez curieux qu'il y ait autant de planètes désertiques dans l'univers de Star Wars. Maintenant, il y a aussi, je pense, un symbole typiquement J.J. Abrams, c'est on va boucler les 9 films. Star Wars s'est commencé sur une planète de désert, ça s'achèvera sans doute sur une planète désertique, et ça serait pour la première fois du coup un final sur une planète désertique, parce que même Rogue One au final ça se passait plutôt au milieu du film et pas à la fin. Je sais pas ce que vous en pensez, est-ce que vous aimez ce symbole ou que vous trouvez ça un petit peu fastoche? L'épisode 3 se termine sur une planète désertique. Oui, mais bon, le temps d'une micro-scène, quoi. C'est pas un final, quoi, si tu veux. C'est l'une des 30 scènes qui terminent le film, façon Le Retour du Roi, toi-même, tu sais. Mm-hmm. Non, ça vous inspire pas? Je vois que vous êtes de marbre. Non, les planètes désertiques... c'est j'en ai vu assez. Ouais. Le désert, ça se ressemble à d'autres autant de déserts. Jeddah, ça proposait quelque chose. C'était pas que désertique. Il y avait des ruines. Il y avait. Après, là, pour l'instant, on voit que le désert. Peut-être qu'il y a plus. Mais ça a quand même l'air très, très, très aride. Dans tous les sens du terme. Je sais pas, moi je trouve que ça me dérange pas. Les visuels ont l'air assez fous. Enfin, on l'a vu dans le bout de trailer qu'on a eu. Ça a l'air de rendre plutôt pas mal et moi je les aime bien, ces petits Aki là, ils ont une petite tête de calamar et tout, je les trouve marrants. Ok, petite tête de calamar, je les trouve marrants. En parlant de trucs marrants, on va embrayer, puisque je crois qu'on a fait le tour, sur un hashtag qui est devenu relativement populaire ces dernières semaines, en tout cas au niveau du 23 mai, ou 25 mai, qui devait être la sortie en fait de Solo A Star Wars Story l'année dernière. Un hashtag a été lancé, sans doute à l'initiative d'un autre podcast Star Wars, mais celui-là parle en anglais, qui s'appelle The Resistance Broadcast. Et donc ce hashtag, c'est tout simplement, après avoir fait durer le suspense pendant 30 secondes, Make Solo 2 happen, faisons Solo 2, d'accord. Je sais pas pourquoi je le fais avec une voix comme ça. Enfin si, je sais pourquoi, c'est parce que tous ceux qui nous écoutent le savent et en ont marre de m'entendre bitcher sur ce film. Donc je vais plutôt laisser la parole aux gens autour de moi pour qu'ils me disent qu'est-ce qu'ils ont pensé de cette initiative qui du coup est devenue pendant un temps trending sur Twitter aux États-Unis, a attiré l'œil de plusieurs, alors que ce soit des acteurs comme Jonas Tumo, John Kasdan qui est le co-scénariste du film, et même des artistes impliqués sur le concept art ou les effets spéciaux. Donc finalement c'est pas non plus que un coup d'épée laser dans l'eau. C'est aussi un truc qui rappelle que les fans sont capables de temps à autre de faire autre chose que de se complaire dans la négativité. Qu'est-ce qu'on en pense du côté de Lane ? Si toute l'équipe du film a envie de le faire, ils lancent un litchi et ils le font, quoi. Après, faudrait qu'il y ait une histoire à raconter, quoi, pas comme dans le premier. Moi, j'ai pas aimé le premier film.
Après, je trouve ça c'est positif, tu vois, des gens ils demandent un Solo 2, bah s'il y a suffisamment de gens pour le demander, ils peuvent le faire, tu vois, c'est pas parce que j'ai pas aimé le premier que je râlerai parce qu'ils font un 2. Je trouve ça plus intéressant ce genre d'initiative que les remontages d'Avengers sans les personnages féminins ou les personnages racisés, tu vois. Là, c'est juste bah on aimerait bien une suite à un film qu'on a bien aimé. On a tellement peu d'engouement positif qui arrive à nos oreilles que oui, c'est toujours bon à prendre. On entend tellement plus souvent de haters De refaire les films plutôt que voilà, de refaire faire les une films suite. que de faire une suite. Donc oui, en tout cas, c'était sympa que ce soit autant, que ça a été autant public, que ça a été autant vu, que ça a été autant remonté, que ça a été en trending sur Twitter. Phobos. Ouais, je sais pas, j'ai trouvé le premier assez moyen et je me suis dit, enfin, voilà, on a déjà vu assez de choses autour de Han Solo, de cette période et tout, genre je préfère qu'on passe à autre chose et de toute façon, enfin, quelque part tu dis ouais c'est un petit peu mignon parce que je pense vraiment pas que Disney ait envie de faire un Solo 2 et à mon avis c'est pas du tout à l'ordre du jour. Je pense que le problème c'est surtout c'est Solo 2, faire un Kira ou un Dark Maul, oui, mais faire un Solo 2, ramener Solo dans cette histoire. Parce que oui, Kasdan a dit que lui, il était partant pour écrire une guerre de gang. Bon, guerre de gang, comme c'est Maul qui chapeaute un peu tous les gangs, Maul doit intervenir là-dedans et rajouter Solo en plus là-dedans. Peut-être en petit caméo, quoi, pour boucler son histoire avec Kira, mais au-delà de ça, faire un Star Wars Story Kira ou Dark Maul aurait plus de sens qu'un Solo 2, je trouve. Tu te souviens qu'il y avait eu cette rumeur comme quoi ils avaient verrouillé Alden Ehrenreich pour 3 films et qu'il y avait une idée de créer une espèce de storyline à travers justement les mondes criminels de Star Wars. Je trouve que la promesse est hyper cool, mais c'est pareil, j'ai l'impression qu'on n'est pas du tout dans cet esprit-là dans Solo. Au final, on termine sur une note de haha, les criminels travaillent pour la rébellion, tout le monde est mignon, Enfys Nest elle a 18 ans, enfin tu vois, il y a un côté un peu si ça se terminait un peu en mode sec et Han Solo n'est pas parce que pour moi ils ont complètement transformé le personnage et c'est le gros problème de ce film, c'est que le gars est du coup officiellement rebelle et a vécu toute sa vie en 30 secondes dès le début un gentil vaurien. Voilà, c'est ça. Et je trouve je suis vraiment pas à l'aise avec cette idée et cette idée aussi que au final l'histoire de Solo c'est l'histoire de l'Alliance Rebelle. C'est sûr que si tu m'avais vendu Solo comme ça en mode c'est un film dans lequel Han Solo avec une toute petite part de pellicule et tout le reste c'est des gangs qui s'affrontent, là j'aurais été complètement chaud parce que je pense que ça aurait été peut-être limite mieux d'insérer ces personnages là, quitte à avoir le même casting en support cast et développer des nouveaux héros, parce qu'on aurait dit bon on est entre 3 et 4, vous connaissez, donc on se permet de faire des nouveaux personnages, un peu ce qu'a fait Rogue One finalement, quoi, où ils sont vachement appuyés sur ce qu'on connaissait déjà en développant des nouveaux personnages. Mais bon, Make Solo to Happen pour l'instant c'est pas le cas. On verra, il y a beaucoup de gens qui pensent que ça pourrait être l'une des futures séries Disney+, ou reconverties à cette sauce-là. Pardon. Personnellement, je sais pas si j'y serais favorable en fait. D'un autre côté, pourquoi pas s'ils le font, mais le faire en série, ça voudrait dire un peu automatiquement limiter le budget et l'échelle du truc. Donc, quitte à avoir un Solo 2, je préfère que ça soit au ciné que du côté de chez moi, directement dans mon écran. Mais peut-être que quelqu'un a un bon pitch pour une série, je ne sais pas. Et peut-être que c'est la solution pour développer des meilleurs personnages. Mais, si, JB, j'allais dire. Bah, non, mais surtout qu'il y a quand même eu des annonces claires de la part de Disney qui vont un peu réduire la cadence. Moi, ça m'embêterait qu'un des slots Star Wars soit pris par une série ou un film solo en plus. Bon, on en a eu un, il n'était pas terrible. Passons à autre chose. Ils vont réduire la cadence sur les films ciné. A priori. Ouais, a priori ils vont tartiner la sur plateforme. Disney+. La plateforme, oui, ils vont. Après, je peux comprendre, ils ont aussi laissé sous-entendre que tout ce qui est personnage un peu culte de la trilogie et raconter des choses qui s'imbriquent entre 2 épisodes, c'était pas forcément ce qui les intéressait et qu'ils avaient levé le pied par rapport à ça. Donc,
le faire en série, alors que tu sais que Mandalorian, par rapport à ce qu'on a vu par exemple, toute époque tout à fait différente, mais je suis désolé, quand on voit le footage de The Mandalorian, t'as déjà l'impression d'être un peu dans cette vibe solo, où genre tu vas avoir 12 000 références, mais au final c'est à la télé, et ça a plus de sens de réintégrer l'univers Star Wars comme ça, que de redire, regarde, Han Solo, il lui est arrivé ça, puis Lando, c'est comme ça qu'il a gagné son usine sur Bespin, etc. Bref, Make Solo to Happen, maybe. On peut racheter. On peut racheter, effectivement, on parlait de cagnotte Lichty, on peut racheter le projet, ou on peut rajouter un maybe à la fin et voir ce qui se passe. Dites-nous si vous avez envie de voir une suite de Solo, à quoi ça ressemblerait et sur quelle plateforme. Ça m'intéresse de savoir qui parmi nos auditeurs sont chauds pour une suite, même si vous n'avez pas forcément aimé le premier, puisque moi, ce coup du guerre, ce coup de la guerre de gang là, ça m'intrigue un petit peu. Ce qui m'intrigue tout autant, voire plus, qualité principale de ce podcast, c'est la transition, vous le savez, c'est l'arrivée potentielle, puisqu'il faut confirmer cette rumeur, de Laeta Kalogridis sur une nouvelle trilogie, ou en tout cas un film Star Wars consacré à The Old Republic, ou même d'ailleurs à Knights of the Old Republic. C'est assez peu clair dans l'article original qui nous vient de BuzzFeed News. Alors c'est pas forcément les plus connus pour leur scoop Star Wars, mais la journaliste qui a fait tomber le scoop est plutôt respectée dans le milieu. Elle a confirmé l'info avec 3 sources différentes. J'ai vraiment du mal ce soir, je m'excuse. Donc on a quand même envie d'y croire, et puis ça paraît crédible au regard de 2 choses. Déjà, il y a une vraie demande de la part du public pour une créatrice, ou en tout cas plus de femmes derrière la caméra, et une encore plus grosse demande pour l'époque de l'Ancienne République. Alors, la carrière de Laeta Kalogridis, je vais y arriver, du coup est assez mastoc, parce que c'est la productrice de plusieurs films de James Cameron, et notamment de la franchise Avatar. Donc pour l'instant il n'y a qu'un film, mais vous savez qu'en 2021 on verra le premier, on aura tous 73 ans. Elle a aussi produit Shutter Island, elle a créé et écrit certains épisodes de Altered Carbon, la série. Elle a écrit le scénario de Alita Battle Angel. Elle a écrit l'histoire, donc le déroulé de Alexandre, le film de Oliver Stone, et l'histoire de Terminator Genesis, ce qui nous fait un CV assez balèze, mais aussi plein de petits trucs qui te font dire je sais pas. Mais je viens de remarquer un truc, c'est que elle a quand même à son actif beaucoup d'adaptations. Et c'est là où le côté Knights of The Old Republic pourrait rentrer, en se disant regarde, vas-y, on joue, on a ces personnages-là, est-ce que tu penses pouvoir faire un premier film qui lance une trilogie dans cette époque? Alors qu'est-ce qu'on en pense déjà autour de cette table, et surtout est-ce qu'on voit ça comme un nouveau projet, donc un 3e projet différent de celui de Benioff et Weiss? Allez écouter l'épisode précédent où on parle de ces 2 lurons de Johnson, donc un truc relativement inédit, ou est-ce qu'au contraire ça s'insère dans l'un des deux, une manière de travailler peut-être à plusieurs mains, à bosser cette époque complètement vaste dans le canon qui s'appelle l'Ancienne République, parce que techniquement il y a 2-3 trucs comme ça qui ont été canonisés à droite à gauche, mais ils peuvent faire à peu près ce qu'ils veulent, faire revenir certains personnages, en inventer d'autres. Bref, c'est votre moment. Phobos, on va commencer par toi. Moi, je suis ravie si cette rumeur se confirme, parce que on aurait vraiment la première femme à qui on confie un projet entier Star Wars. Donc ça, c'est cool, parce qu'on l'avait attendu, et que Kathleen Kennedy avait dit oui, ça vient, vous inquiétez pas. Je crois que c'était aussi la créatrice de The Handmaid's Tale. The Handmaid's Tales. Très difficile à prononcer. Ouais, mais j'ai pas regardé la série, mais je crois qu'elle avait confirmé qu'elle avait des rendez-vous réguliers avec Lucasfilm, et du coup les gens avaient supposé qu'elle travaillerait sur l'une des séries, mais on sait qu'elle travaille pas sur Mandalorian, donc peut-être aussi c'est une des nanas impliquées. Mais en tout cas, c'est la première femme, si elle écrit un Star Wars, qui écrirait depuis le premier scénario de l'Empire contre-attaque, qui avait été signé par la romancière Leigh Brackett. Bref. Mais du coup, est-ce qu'on sait exactement le rôle qu'elle pourrait occuper? Scénariste, ouais, scénariste. prod, là, c'est scénariste. Ouais. Ok.
Et du coup, oui, c'est quand même hyper chouette d'avoir une femme à l'écriture, d'autant plus. Bon, on sait que Carrie Fisher avait déjà un peu contribué à l'écriture et écriture de certains scénarios. Mais voilà, un peu comme on l'expliquait dans le précédent podcast, c'est quand même une nana qui a un CV hyper solide pour le milieu. Et je pense qu'en termes de décision business aussi, voilà, ça montre qu'elle peut délivrer, qu'elle a l'habitude des grosses prods, qu'elle a l'habitude de la SF aussi. Tout en ayant le côté un peu péplum épique de Alexandre. Donc, pour moi, ça ne peut que très bien coller à l'époque de The Old Republic. Si tu regardes le CV, c'est vrai qu'il y a un bout de Benioff et il y a quand même un bout de Wise, quoi. Il y a un mec qui a travaillé que sur de la SF, il y a un mec qui a travaillé sur un gros péplum. Bon, bref. Layne, toi, de ton côté, qu'est-ce que t'en penses ? Moi, je vais plutôt parler de la période et de ce qu'elle implique. J'estime que c'est très bien d'aller dans l'ancienne République. Ça permettrait de faire des choses, on va dire, beaucoup plus, disons, galactiques. Moi, on me dit The Old Republic, j'imagine déjà des hordes de Jedi affronter des hordes de Sith. Ouais, clairement, ça ouvre le champ des possibles, quoi. Voilà, je me revois plus avec une grosse guerre à la guerre des clones pour citer quelque chose qu'on a vu dans des films Star Wars, qu'une guerre très intimiste à la résistance contre Premier Ordre, qui est à mon sens quelque chose qui est pour moi quelque chose qui me manque beaucoup dans cette nouvelle trilogie épisode 7, 8, 9. C'est quelque chose de grandiose. Là on a à chaque fois deux vaisseaux qui affrontent 3-4 vaisseaux. Donc je pense que dans cette période, on pourrait avoir quelque chose de pharaonique, de massique. Par contre, aller reprendre le scénario de KOTOR, le jeu vidéo, là j'ai envie de dire non, parce que on voit à l'écran apparaître une Bastila et un Revan, et nous qui avons joué au jeu, on sait tout de suite quelle va être la révélation à un moment dans le film. Donc voilà, s'en inspirer, faire réapparaître un Revan, un peu comme le grand amiral Thrawn qui est réapparu dans Rebels. D'accord, très bien. En plus, Revan, il y a énormément de choses à faire avec un personnage. Mais de là à reprendre, à en faire le héros et à reprendre son histoire telle qu'elle est dans le jeu vidéo, moi, ça me dérangerait. Ça me dérangerait de C'est faire une décision. adaptation, ça me dérangerait. C'est une décision qu'ils vont devoir prendre à un moment, parce que s'ils s'aventurent dans cette... Enfin, je sais pas s'ils vont l'annoncer avant Star Wars 9, mais il y a forcément un moment, ils vont devoir se dire, ça se passe à tel moment, et il va falloir définir, parce qu'ils savent très bien, s'ils disent The Old Republic, les gens ont les jeux surtout en tête, quoi. Et, ou certains... Kathleen Kennedy l'a dit, c'est une période qu'ils envisagent, voire même plus qu'envisager, ça revient très régulièrement, mais elle l'a dit, ils veulent bien le faire. Voilà. Et donc, est-ce que c'est ça le film qui arrive, enfin, le film qui arrivera en 2022, est-ce que ça sera le premier de quelque chose qui se passe dans l'ancienne République ? Je pense que d'ici 2022, ils auront le temps de bien faire. Ils auront eu plus de temps que lorsqu'ils ont fait l'épisode 7. C'est sûr. Et puis, comme je disais, si c'est... parce que potentiellement, l'idée aussi, c'est peut-être qu'elle développe quelque chose qui ne sera pas forcément utilisé tel quel. Donc il y a peut-être aussi cette idée de travailler en groupe sur cette époque-là, de confronter certaines visions pour réussir à définir quelque chose entre l'adaptation pure et la roue libre totale. Parce que typiquement, je vois bien Rian Johnson inventer tout un nouveau Star Wars, ou même Weiss et Benioff aussi, mais il y a un moment où il faut quand même qu'il fixe un certain nombre de règles, et c'est là où un profil comme celui de Calo Grady, je pense, peut intervenir. JB. Je suis complètement d'accord avec toi. Je pense qu'en fait, c'est plus une remise à plat du canon de Star Wars, en fait. De fixer un peu des événements clés sur lesquels les prochains scénaristes vont pouvoir travailler, vont pouvoir créer quelque chose. Je vois pas une adaptation toute bête de KOTOR et refaire Revan et Malak, parce que l'intérêt, c'était un intérêt en termes de jeu vidéo, parce que c'est un twist qui marchait sur du jeu vidéo. Le voir dans du ciné ou même dans du comics, je suis pas sûr que ça fonctionne de la même manière. Surtout qu'en plus, tous les gens qui ont joué au jeu connaissent, les gens le savent comment ça raconter, comment ça se passe. Je vois pas l'intérêt d'adapter ça tel quel. Mais après, je pense que c'est une bonne chose, c'est un bon appel du pied aux fans de l'ancien univers étendu, en disant, vous inquiétez pas, on vous a pas oublié, on réfléchit à cette période, ça fait longtemps qu'ils le disent,
là ça y est, on commence à avoir des choses concrètes. Il y a aussi le fait que ce soit la première femme vraiment scénariste, donc ça parle aussi, on va dire, aux fans progressistes et aux anciens fans. Je trouve que c'est une bonne décision. Après, je trouve ça dommage que ça n'a pas été officialisé et que ça tombe avec une rumeur et un leak. Voilà. Après, bon, on a la D23, on a un certain nombre d'événements qui arrivent aussi. Je ne sais pas s'ils vont communiquer sur l'avenir de Star Wars avant que Star Wars 9 arrive. Je pense que ce serait pas forcément le meilleur move. Après, ils avaient quand même donné tort en annonçant une trilogie par Rian Johnson qui avait rien à voir avec The Last Jedi avant que The Last Jedi sorte. Donc on n'est jamais à l'abri d'une surprise, mais c'est vrai que maintenant on va quand même avoir un certain nombre d'événements où il va falloir faire un peu de storytelling, ce que fait pas trop Lucasfilm ces derniers temps, hein, dans les Star Wars Celebration, où généralement ça va être les acteurs, 2-3 questions, aller vite fait orienter et on t'en dit le moins possible. Là il va falloir quand même vendre aux gens que Star Wars maintenant c'est telle région ou telle époque ou tel truc, et mine de rien il y a du boulot. C'est peut-être aussi pour ça qu'il y a différents profils qui sont engagés et qui travaillent peut-être sur la même chose. Ce serait pas étonnant, comme ils avaient fait de manière visuelle pour The Force Awakens, imaginer ce qui se passe après. Ils avaient fait venir plein de concept artistes. On peut imaginer la même chose avec des auteurs en disant voilà, vous avez votre pool de scénaristes, votre idée c'est l'Ancienne République et vous me travaillez ça et que le meilleur gagne, ou on va mélanger les meilleurs trucs. Bref, revenons un petit peu à une échelle plus petite. Dans le monde corporate et marketing, on parle de trucs scalables. Donc là, on va se mettre sur une échelle un peu plus terre à terre, presque trop terre à terre, puisque j'ai envie de parler de monsieur Christian Harloff, que vous connaissez ou que vous ne connaissez peut-être pas, auquel cas je vais rappeler qui il est. Alors c'est un fan de Star Wars, comme vous pouvez l'imaginer, comme nous tous ici. C'est la moitié de Schmodown, une émission YouTube, podcast, etc. C'est un mec que vous avez vu traîner dans des trucs type Movie Fights de Screen Junkies, donc qui est très présent sur cette espèce de, j'allais dire blogosphère, hein, c'est plus maintenant des influenceurs très calés de la région de Los Angeles qui ont percé et ont fini par rejoindre différents médias. Donc lui en l'occurrence c'est Collider.com et il travaille pour leur émission Star Wars qui s'appelle Jedi Council. C'est un bonhomme assez connu en fait dans le fandom parce que à la suite du roman Bloodline, il a été canonisé sous la forme d'une planète qui s'appelle Harloff Minor, donc du coup c'est assez marrant par rapport au contexte, vous allez comprendre. Et voilà, maintenant que j'ai présenté ce bonhomme, pourquoi je vous en parle? Bon, déjà c'est parce que c'est un gars qui a vachement accompagné, c'est vrai, depuis sa chaîne YouTube, Schmodown, et ensuite sur Jedi Council, toute la montée en puissance, on va dire, du Lucasfilm de Disney. C'était un peu une sorte de Lane à son époque. Je me souviens, il se filmait avec son iPhone en mode j'ai lu tel bouquin, et il te racontait tous les détails et tout, et il théorisait comme un ouf à l'époque où on pensait que le moindre détail laissé dans un bouquin signifiait que ça allait apparaître dans un film, une théorie qui désormais à maintes et maintes fois a été disputée. 50 romans plus tard. C'est clair, on a compris. Et donc ce monsieur s'est énervé dans un live, donc en direct sur Collider, avec l'un de ses producteurs / supérieurs, parce qu'il n'avait pas été invité à Galaxy's Edge. Alors que Collider, donc le média auquel il appartient, a été invité à Galaxy's Edge et ils ont fait venir, je sais plus, 2 ou 3 freelances avec qui ils travaillent pour faire des reports. Des femmes. Important. Voilà, c'est important. Donc ça crée une espèce de shitstorm qui est assez typique en fait, je trouve, des shitstorms Twitter et des shitstorms Twitter qui concernent des fandoms. C'est pour ça que je voulais en parler. En plus, je trouve que c'est pas mal pour un épisode news parce qu'on va peut-être au-delà des simples faits et on discute, on a une conversation. Donc je vous incite d'ailleurs à avoir cette conversation sur nos réseaux ou entre vous, si vous voulez vous insulter. Enfin non, faites ça dans le calme et la tranquillité. Mais donc pourquoi ça a attiré mon attention, c'est parce que comme je disais, c'est un peu typique de généralement ce qui se passe ces derniers mois, là peut-être même années, c'est qu'un bonhomme va dire un truc, va s'énerver, tout le monde va donner son avis et en fait on se retrouve en fait quelque part entre deux extrêmes. Donc il y a une extrême qui dit ouais, donc ça c'est typiquement le mâle blanc cis hétéro privilégié qui chouine parce qu'il n'a pas été invité alors qu'il y a des milliers de gens qui voudraient avoir sa place, nanana.
je peux entendre. Et de l'autre côté, il y a aussi un truc qui est quand même assez intéressant et qu'il faudra discuter, parce qu'il y a aussi plein de mecs qui le défendent. Et bon, ça, c'est un petit peu. Déjà, défendre quelqu'un qui s'engueule avec ses collègues en direct en live, c'est pas forcément le meilleur choix. Mais au-delà de ça, c'est vrai qu'il révèle un truc super intéressant. Il y a une phrase qui dit, en s'énervant, il dit ça fait 5 ans que je me casse le cul à être fan. Et quelque part, il y a à peu près tout le fandom Twitter, plein de gens, moi je pense à German Jedi, à Bosk, enfin tous ces gens qui font partie du fandom Star Wars européen, et même des gens comme c'est Jenny Nicholson, c'est ça, Oui. qui fait partie plutôt du fandom américain, qui sont un peu foutus de sa gueule, où on fait des tweets, des petites blagues autour de ça. Mais il révèle quand même un truc assez intéressant, c'est ce rapport chelou qu'on a en fait avec l'œuvre dont on est fan. C'est-à-dire que c'est presque immonde, tu vois, de dire je me casse le cul à être fan depuis 5 ans. C'est genre, soit t'es fan d'un truc, et t'es fan d'un truc, tu peux rien y faire, ou soit limite tu travailles un truc pendant 5 ans, mais tu peux pas te forcer à être fan pendant 5 ans. Enfin, ça révèle quelque chose d'assez bizarre. Et en même temps, moi j'ai envie de dire, pour avoir exercé ce métier pendant 3 ans, et JB aussi a sa vision des choses là-dessus, j'imagine, c'est qu'on a une relation hyper complexe avec les détenteurs de licences, les gens qui nous invitent. On sait très bien que c'est beaucoup plus pernicieux qu'un simple article publié rédac, et que ça va très très loin. Alors on l'a vu dans le jeu, si vous vous intéressez à la presse jeux vidéo par exemple, mais c'est aussi le cas avec Disney, et où il y a beaucoup de gens qui considèrent, et c'est là où en fait où ce genre d'événement ne rassemble finalement que des extrêmes, c'est que les gens vont dire il a avoué qu'il est à la solde de Disney parce qu'à un moment il s'énerve et il dit ça fait 5 ans que j'entends que je suis à la solde de Disney alors que je suis pas invité. Vous savez quoi, c'est vrai, je suis à la solde de Disney, mais regardez, j'ai pas été invité quand même. Donc ça brouille complètement les pistes, et les gens n'y voient plus clair et trouvent juste ce gars assez minable. Moi je trouve que son attitude est assez minable, mais qu'il révèle quand même un truc par rapport au fandom, quoi. C'est compliqué aujourd'hui d'entretenir une relation à peu près saine, et j'allais dire objectif, c'est pas le terme que je cherche, mais critique en fait. Il y a beaucoup de gens qui ont considéré t'as dit du mal de Kathleen Kennedy par rapport à sa gestion de Solo, donc ils t'ont pas invité. Enfin, c'est sans doute pas aussi automatique que ça. Et d'un autre côté, si on peut plus dire du mal de quelqu'un quand une prod est foirée, c'est pareil. Maintenant on est fan, mais dans un côté presque abruti du fandom, qui de toute façon consomme et se pose pas de questions. Après cette longue introduction, mais qui je pense était nécessaire pour lancer le débat, j'ai envie de vous donner la parole, donc je passe mon sabre laser vert à JB. C'est une très très large question en fait. Ça mériterait même un podcast à part entière. Après, s'énerver en live et se plaindre d'une décision managériale, c'est jamais une bonne idée. De laver son linge sale en public, c'est jamais une bonne idée. Surtout sur des cas où t'as un fandom ultra militant et ultra toxique, t'as beaucoup d'extrêmes dans le fandom qui s'expriment sur internet, donc forcément ça va partir dans les extrêmes. Je peux renvoyer sur ça sur une vidéo de Vox qui est hyper intéressante, qui explique comment en fait nos opinions sont de plus en plus tranchées sur les réseaux sociaux, et qu'en fait plus personne n'est modéré, parce qu'en fait ça n'a pas d'intérêt d'être modéré sur les réseaux sociaux. Et c'est une vidéo très intéressante. Après, je sais pas, il se plaint, tu vois. Il est pas content de pas avoir été invité, tant pis pour lui, ou tant pis pour ses patrons qui l'ont pas envoyé alors que lui pensait qu'il était légitime pour être envoyé. Je sais pas qui a été envoyé à sa place. Si tu me dis c'est des gens en externe, effectivement, tu peux mal le prendre quand tu es dans une boîte, que tu bosses sur un sujet tel qu'il soit pendant X années, et qu'au final on fait appel à un freelance au moment où tu as le truc qui est un peu une récompense, tu vois, parce qu'elle est à la Galaxy's Edge, même si c'est pour faire un papier dessus, il va quand même se faire plaisir, tu vois. Et après le rapport avec les éditeurs et tout ça, nous on l'a vécu quand on était chez Arts, chez Comics Blog et 9e Art, c'était pas facile, tu vois. Chez Sci Fantasy, je trouve que ça allait un petit peu mieux, parce qu'avec les éditeurs de littérature, ils ont plus l'habitude de travailler avec de la presse, donc c'était un peu plus simple. Mais il y avait des fois des trucs où on fait pas de concessions. En tout cas, nous, on faisait pas de concessions. Tu vois, c'était non, en fait, on n'a pas aimé un bouquin, on vous le dit. On a bien aimé, on vous le dit. Mais après, tu as un rapport compliqué toi-même avec ton travail. C'est-à-dire que moi, je m'obligeais à lire des comics que j'aimais pas, mais juste pour pouvoir continuer à faire le taf, quoi. Alors que depuis que j'ai arrêté, je lis que des trucs qui me plaisent. Et c'était très complexe comme situation. Faudrait qu'on prépare un truc plus long là-dessus. Là, tu me prends un peu au dépourvu.
Non, bah si ça vous intéresse, dites-le nous en commentaire ou quelque part et on invitera les gens comme Lane qui lisent tout et qui du coup se doivent d'être critiques aussi. Ouais, je lis absolument tout et surtout on a des partenariats avec certains éditeurs qui nous envoient certaines choses et plus d'une fois, bon c'était dit sur le ton de la blague, mais plus d'une fois j'ai eu un ou une attachée de presse, oh mais de toute manière toi t'aimes jamais rien ou c'est plus la peine que je t'envoie les SP, ce genre de choses. Ça m'est déjà arrivé. Bon, Des c'était phrases c'était bien toutes prêtes, mais dans un côté un peu passif-agressif. Voilà, c'était vraiment dit sur le ton de la blague. Récemment, j'ai fait une conférence où j'ai revu un peu toute la littérature Star Wars et j'ai demandé à l'attaché de presse de venir assister à la conférence et j'ai eu droit à comme réponse ah mais non, de toute manière tu dis qu'il y a tout qui est nul. Si tu le redis, je t'envoie plus rien. C'est toujours dit sur le ton de la blague, mais on sent toujours derrière peut-être que... Phobos. Ouais, c'est marrant, ça m'évoque les travaux de recherche que j'ai pu faire sur le rôle en fait du fan qui aujourd'hui est devenu producteur de contenu aussi et que du coup avec ce qu'on a sur internet et la position d'influence que tu peux avoir avec le vaste public que tu vas rassembler, en fait tu n'es plus un simple producteur amateur mais tu peux devenir pro. Et c'est le cas de la plupart de ces journalistes slash influenceurs qui sont en fait à la fois des fans et à la fois le fait d'être fan en fait est au cœur de leur travail et ce qui fait qu'ils ont cette position professionnelle aujourd'hui. Et c'est là en fait où je pense t'as une espèce de dissonance cognitive en fait où pour lui être fan c'est un travail parce qu'effectivement il produit des choses autour de cette fan-attitude et c'est pour ça qu'il arrive à s'énerver là-dessus. Après je pense qu'il y a aussi un phénomène effectivement d'entitlement où ce monsieur est peut-être sûrement très privilégié et se dit que voilà c'est pas cool qu'on ait envoyé d'autres gens à côté mais ça effectivement je pense que c'est une très vaste question et il y aurait de quoi dire sur un podcast entier. Depuis le rachat, il y a 2-3 personnes que je connaisse qui, grâce à leur niveau de fan, se sont retrouvées carrément embauchées par Panini, que ce soit France, Allemagne, Italie. Et aujourd'hui, ces personnes, si tu veux leur faire dire du mal d'un comic Star Wars, tu ne pourras que en off. Sur leur compte Twitter, tu peux chercher, tu ne trouveras plus d'une petite critique d'un comic Star Wars. Aujourd'hui, ils travaillent pour Star Wars, donc... t'as aussi une réserve professionnelle. Enfin, moi, je peux pas critiquer ma boîte ou les activités de ma boîte directement sur mes réseaux sociaux, tu vois. Enfin, peu importe, je pense, ton métier aujourd'hui. Mais il y a un rapport complexe. C'est plus une passion, c'est un métier. Il y a une évolution c'est là la par rapport aux difficulté, je médias. pense. Ouais. Mais du coup, tu comprends pas vraiment pourquoi. Enfin, moi, je me sentais un peu mal pour lui parce que d'un côté, j'ai vécu des situations comme ça, pas dans le rôle de Christian Arloff, mais des relations un petit peu complexes comme ça au travail, etc. Et ce genre d'élément est franchement pas agréable à gérer pour les gens qui travaillent avec eux, pour les gens qui travaillent en dessous d'eux ou au-dessus d'eux, parce que malheureusement, il y a toujours aussi une logique de pouvoir et de titre, comme tu disais, Constance. Mais il y a aussi ce côté, les gens sont foutus de sa gueule parce que le mec dit « je me casse le cul à être fan ». Mais moi, je comprends en fait cette idée-là, quoi. Être fan aujourd'hui, je me tourne vers Lane parce que, et je l'ai aussi invité pour ça, c'est que je sais qu'il dévore tous ces trucs et qu'il va en faire des critiques et qu'il va remettre ça en contexte. Et c'est un effort qui est tel que on peut plus vraiment appeler ça juste une passion. Et en plus, on est totalement, en l'occurrence dans Star Wars, peut-être un peu moins que certaines franchises, parce que par exemple, si t'es fan de Marvel, tu peux pas suivre. Mais Star Wars, si tu lis tout, c'est quand même déjà assez de temps investi pour que ça devienne un boulot à part entière et limite un travail de recherche en fait. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a que vous qui spottez des erreurs de canon et pas les gens qui travaillent sur Star Wars parce que eux n'ont pas ce temps-là en fait. Il y a des jours quand on reçoit pas l'œuvre en avance, je peux me retrouver à devoir lire un roman en 48 heures et justement ça devient laborieux parce que même moi, après avoir fini ce roman, tu me poses une question sur le roman, une fois que j'ai fini la critique, je m'en souviens plus. Dévorer un livre en 48 heures, tu le retiens pas. Et donc, je ne profite pas de l'œuvre, je ne profite pas de Star Wars, je ne profite pas de ma passion quand je fais ça.
Bah, c'est toute la question, et effectivement, vu que j'ai encore envie d'en parler, il faudrait peut-être qu'on fasse un podcast sur ça. Suite aux réactions assez houleuses des fans l'année dernière, notamment sur le harcèlement de Kelly Marie Tran, j'avais vraiment envie de faire un épisode sur les fans de Star Wars, mais qui aurait été plutôt, en l'occurrence, une sorte de de j'accuse long de 2 heures, donc c'était pas forcément super productif. Mais si le sujet vous intéresse, on essaiera de réunir un petit peu les gens qui justement sont... parce que maintenant, chaque média, en tout cas aux États-Unis, là où ils sont assez gros pour vivre, a son podcast / rubrique / chronique autour de Star Wars. Donc il y a énormément de gens qui ont créé, justement par rapport à toute la production qu'a mis en place Lucasfilm, des posts rien que pour ça. Donc on peut aussi comprendre ce bon Christian Harloff, même s'il y a beaucoup de négativité dans toute cette histoire. Bon, au final, ça n'a pas plus été une shitstorm que ça, parce que c'est les gens du fandom Star Wars qui s'en sont emparés, et puis... voilà, il a fait une nouvelle émission depuis où il est très positif, et il parle finalement de Galaxy's Edge par rapport à ce qu'ont écrit les gens. Donc bon, là aussi du coup on peut y voir une grosse hypocrisie, mais bref. Revenons sur Batuu avec un autre hashtag. C'est le moment Phobos. Donc Galaxy's Edge, c'est quand même la grosse news de ces dernières semaines dans le fandom Star Wars, puisque la première version du parc a été inaugurée en grande pompe vendredi 31 mai, avec une petite cérémonie d'ouverture qui a quand même rassemblé la crème du staff Star Wars, puisque bon, bien sûr on avait Bob Iger, CEO de Disney, qui était là, entouré de Harrison Ford, qui habituellement déteste un petit peu ce genre d'event public, mais il était là. Il était bien chargé. J'ai maté des vidéos, il lui avait donné le bon lait bleu qu'il fallait, quoi. Il était bien en forme. Brandy Corellia. C'est ça. Il était accompagné de George Lucas, qui aime pas trop non plus ce genre d'occasion, mais qui était là. Et puis on avait Mark Hamill et Billy Dee Williams. Donc un panel quand même 100% masculin pour inaugurer Galaxy's Edge. Et qui se passe dans la nouvelle trilogie par ailleurs. Oui, tout à fait. Où ces personnages sont les vieux en fait. Voilà, donc on n'avait pas du tout d'acteurs. Ils sont morts. De George Lucas n'est pas un personnage de la nouvelle trilogie, pas encore. Oui, on n'avait personne du coup de la nouvelle génération d'acteurs qui était là, mais qu'à cela ne tienne, ça s'est quand même très bien passé, et du coup le vendredi 31 mai, donc le parc a ouvert ses portes aux chanceux visiteurs qui avaient pu avoir une réservation, puisque de façon à gérer la foule qui, vous en doutez, aurait été absolument monstrueuse sinon, eh bien Disney avait mis en place un système de réservation, et vous ne pouviez rester que 4 heures sur place, et ce système sera en place durant tout le premier mois d'ouverture, peut-être plus, car a priori ça a été pour le coup un succès, très bien géré, il n'y a pas eu de mouvement de foule monstrueux, de queue de 12h30 pour rentrer dans le land. On a un petit bracelet avec un GPS pour dire lui il est là, ça fait plus de 4 heures. Alors il y avait qu'on vienne chercher des petits bracelets de couleur, et donc au bout de 4 heures, eh bien, dès qu'un cast member voyait la couleur qui devait partir, eh bien, on vous demandait poliment de quitter le land. Il a été dit que si vous étiez trop récalcitrant, des Stormtroopers viendraient vous escorter. Je ne sais pas si ça a été le cas. Mais en tout cas... Des vrais Stormtroopers, tu sais, des mecs trop vénères, tu sais. Avec des tasers. Ils te foutent des coups de tonfa, là, comme dans The Force Awakens. Ils sortent vite fait. Manu Militari. Mano. C'est ça. Et donc, alors il faut savoir que le parc était ouvert déjà depuis une dizaine de jours pour les cast members, donc ce sont les employés du parc, et pour la presse bien sûr, qui a pu venir faire les premiers reports. Et jusqu'ici, sauf le monsieur dont on a parlé avant. Voilà, effectivement. Alors bien sûr, il y avait quelques guests de qualité pour la cérémonie d'inauguration et les jours un peu VIP. Donc il y avait Brie Larson, je crois qu'il y avait d'autres gens de chez Marvel globalement. Il y avait ces chers Benioff et Weiss qui étaient en petit voyage scolaire sur Batuu. Et globalement... C'était venu se boire la gueule après la saison 8. on sait où ils étaient planqués dans la cantina. Et globalement, bien sûr, les premiers retours sont assez dithyrambiques. Les gens sont quand même bluffés. On dit que c'est du même niveau, sinon mieux, que ce que Universal avait fait sur Harry Potter, qui était déjà assez gargantuesque. Bien sûr, il y a quelques petits couacs, mais rien de très grave, et rien que Disney ne puisse fixer de manière rapide. Notamment, il paraît que ce fameux lait bleu
est pas exceptionnel, et que ça ressemble plus à de la crème glacée fondue qu'autre chose. Mais ils ont comme la bière au beurre. Ils ont jamais dit dans les films que c'était bon, cela dit. c'est vrai. Pour leur défense. Alors, celui que je fais chez moi avec le livre Star Wars Cantina est plutôt bon. Et là, c'est une version vegan, il faut savoir, de façon à pouvoir servir tous les invités. Donc voilà, on a eu ce petit couac là. Après, pour l'instant, donc il n'y a qu'un seul ride qui est ouvert, le ride Faucon Millenium. Le deuxième, on n'a toujours pas de date, donc on ne sait pas quand. Mais du coup, ce premier ride est a priori très sympathique. Alors, les gens disent pas non plus que c'est une totale révolution, mais que c'est quand même très marrant de conduire le Faucon. Moi, j'ai vu quand même une vidéo, parce qu'il y avait un truc dont on avait parlé pour l'épisode de la Star Wars Célébration, où ils expliquaient que selon tes performances sur le vaisseau, t'avais une animation différente quand tu sortais en fait du Faucon. C'est deux loupiotes qui clignotent rouge et une alarme, quoi. Genre, quand j'ai vu ça, les gens étaient là, waouh, on a craché le Faucon. T'sais, moi, je m'attendais à ce qu'il y ait des étincelles ou limite, c'est genre une espèce d'effet de fumée un peu foireux, tu vois, genre un peu comme t'as chez Harry Potter quand tu vas dans cette espèce de truc avec les détraqueurs et t'as une sorte de fausse fumée au sol, là, t'sais, comme en boîte de nuit ou quoi. Mais c'était vraiment limite. Donc, je me suis demandé, est-ce qu'ils ont vraiment craché le truc ou est-ce que c'est vraiment limite en termes d'interaction? J'imagine qu'ils peuvent pas faire sauter les murs non plus, tu vois, mais j'étais là, genre, entre ce qu'ils vendent sur scène et ce que c'est vraiment, je pense qu'il y aura quand même 2-3 déçus. Alors, oui, effectivement, je sais qu'il y a eu aussi 2-3 déceptions sur la file d'attente qui, bon, du coup, sera sûrement quand même longue et qui est pas si immersive que ça, enfin, dans le sens où il y a 2-3 trucs à regarder, mais c'est pas non plus hyper divertissant. On a vu les images, c'est 400 personnes avec leur iPhone et leur iPad en train de filmer le truc, donc enfin, moi elle me met l'angoisse. Par contre, toutes les vidéos où on voit des gens, il y a un peu plus d'espace, l'interaction avec les Stormtroopers, on a aussi un personnage canon dont j'ai perdu le nom, Vi Morandi, non? Elle est dans le parc? Ouais, elle est dans le parc. Ils ont une cast member qui joue le personnage. Je savais qu'il y aurait le marchand d'antiquité, le barman, tout ça. Ouais. Mais alors, elle aussi. En plus, en fait, des gens qu'on va pouvoir retrouver dans les boutiques, etc., il y a des personnages, et c'est la première fois a priori que ça se fait comme ça dans le parc Disney, qui se baladent vraiment et qui vont interagir avec tous les guests. Donc notamment on a Kylo Ren flanqué de Stormtroopers qui se baladent dans le land et qui a des lignes du coup préenregistrées avec la voix de Kylo Ren, mais qui va interroger des gens et c'est assez intimidant mine de rien. Et il y a aussi Rey qui se balade et Chewbacca et ce qui est rigolo c'est que les gens interagissent. Donc par exemple les cast members qui sont là vont dire oh, attention et protégez Chewbacca parce qu'il y a des Stormtroopers là-bas au loin, et du coup ça va être aux guests d'essayer de cacher Chewbacca tant bien que mal, et je trouve ça assez cool pour le coup, ça renforce vraiment l'immersion quoi. Moi j'ai vu une vidéo sur Twitter de Kylo Ren qui se promène avec les Stormtroopers et qui arrête une petite fille et il pose des questions à la petite fille, et bah, elle a 8 ans donc elle peut pas répondre, elle sait pas où est la rébellion, et du coup il engueule les Stormtroopers. Pas mal. Il transperce avec son sable juste pour l'immersion. Autre chose à rajouter? Eh bien, oui, on peut parler quand même d'autre chose, notamment le point costume. Ce qu'il faut savoir qu'on n'a pas le droit, en tant qu'adulte, donc de plus de 14 ans, de porter des costumes dans Disney. Et là, a priori, au départ, ils étaient très restrictifs. Et en fait, on a quand même plus ou moins le droit de porter des robes Jedi. Ça passe, étant donné qu'on a le droit de les acheter dans le land. Ça aurait été quand même dommage qu'il y ait un bannissement total. Porter ton uniforme du First Order pour l'air d'un bon nazi. Alors là, je pense que ça a posé un peu problème. Si t'as une robe Jedi ouverte sur un t-shirt dégueu et en tongs, ça passe. Il y a des gens qui font l'effort d'ailleurs de... Tout à fait, il y a des gens qui font l'effort en fait de s'habiller in-universe, mais pas trop pour pas que ça fasse un costume. Mais typiquement, un petit pantalon kaki, des bottes et puis un pull un peu débraillé, et vous avez l'air du parfait. Un look de babos quoi. Exactement, un petit look des zadistes. Tu ressors et vous passez crème dans la rébellion. Tu ressors ton Sarwell. Voilà, et on a vu aussi, parce qu'il y a une petite application qui vous permet d'interagir avec le land, et du coup les gens se chauffent pour faire des coques de téléphone customisées qui ressemblent à des datapads. Et c'est quand même hyper sympa de voir toute la créativité que les fans déclenchent autour du land, alors que ça fait même pas une semaine qu'il est ouvert. Ça prouve que le capitalisme n'est pas encore à son niveau maximum, parce que on peut être sûr que dans un an, dans le parc, ils vendent des coques. C'est exactement ce à quoi je pensais. Voilà.
Et sinon, la cantina, ça a l'air absolument dingue, mais le bâtiment est beaucoup trop petit. Et donc, c'est très très compliqué, a priori, de rentrer dans la cantina, ce qui est un des problèmes du land. Moi, je les vois bien d'ici quelques temps vendre des passes normales pour le parc et des passes cosplayer, tu vois, où tu as le droit de venir costumer, mais en ayant payé un peu plus cher. Alors ça, a priori, ça se fera dans le fameux hôtel immersif dont la construction a commencé, mais qui ne devrait pas ouvrir avant au moins 2021, a priori. Mais là, on part sur des séjours de plusieurs jours, façon croisière, où les guests auront le droit d'être en costume et participeront à une histoire complète. Westworld, bientôt sur vos écrans. Ah bah non, c'est dans la vraie vie. Oui, enfin, je Bon, pourrais on en sait- parler des heures, oui. mais je vais m'arrêter. Mais là. on va s'arrêter, enfin pas tout à fait, en faisant la transition vers les comic books avec du coup les 2 premiers numéros de Star Wars Galaxy's Edge, le tie-in en comic book par Ethan Sack et Will Sidney. Est-ce que tu les as lus, Lane ? À ton avis? Oui. Oui. Et qu'en as-tu pensé ? Est-ce Oui, que tu oui. peux nous présenter d'ailleurs un petit peu le pitch de la série ? Mhm. Donc le pitch de la série, ça se passe à peu près au moment de l'épisode 9, peut-être un peu avant, en tout cas pas après. Et on est... Ça spoil, le premier numéro, t'as la fin de l'épisode 9. Ah, merde. Et on est sur, sur la planète de Batuu, à l'avant-poste Black Spear. Et il y a des malandrins qui veulent récupérer un artefact dans la boutique d'artefacts, ça tombe bien, de Dak Ondar, si je ne me trompe pas sur le nom. Et Monsieur Ondar a beaucoup d'artefacts dans sa boutique et chacun ont une petite histoire propre. Et donc, dans chaque numéro, on découvre l'histoire d'un artefact présent dans sa boutique avec en fil rouge ces malandrins qui veulent en voler un bien particulier. Et autour de ça, il y a un peu le premier ordre qui se balade et qui orbite dans ce comic book. Et du coup, le pitch, je le trouve à la fois génial et complètement claqué au sol. C'est d'un côté, je trouve qu'il y a un truc fascinant parce que bon, c'est déjà le comics tie-in d'un parc d'attractions, donc il faut déjà revoir ses ambitions à la baisse. Mais en même temps, Ethan Sachs qui a fait Old Man Hawkeye et maintenant Old Man Quill chez Marvel et d'autres trucs, est assez bon, je trouve, dans son écriture. Et il y a un côté presque fun et limite encyclopédique où tu finis par te dire. Putain, mais j'ai vraiment envie de savoir l'histoire de chaque truc dans cette putain de boutique, même si de temps à autre, ils forcent de ouf sur le parc, notamment une case où tu vois des mecs manger des trucs qui sont littéralement des tacos. Hein. Genre vraiment des tacos dans l'univers Star Wars, c'est genre t'as une saucisse posée entre... Ce sont des ronto wrap, ok. C'est ça. J'attends dans un prochain numéro la bouteille Coca Mais ouais, c'est clair. Sphérique. Non mais elle y sera, je pense qu'elle y sera. Je pense qu'il n'y aura pas d'explication, mais je suis sûr qu'à un moment on verra un mec, je suis étonné d'ailleurs qu'ils aient attendu tout ce temps. Faut peut-être payer un truc à Coca, donc peut-être ils vont pas le faire. Mais... Seulement 6 crédits la bouteille de coca. Oui, donc c'est à la fois bien parce que cette histoire fil rouge, elle est vraiment assez intéressante. Il y a le premier ordre qui s'immisce là-dedans, c'est sympa. Mais on est encore dans un média Star Wars en mode... je suis un narrateur, je vous raconte des histoires. Et ces histoires-là, Surtout que c'est elles sont canons, mais si un jour quelque chose les contredit, bah dites-vous que c'est une histoire qui a été racontée par quelqu'un, donc c'est normal. C'est ça. Et on commence à avoir beaucoup d'œuvres Qui sont Star tournés. Wars qui sont de ce modèle-là. Ouais. Mais on sent, on en parlera tout à l'heure avec Star Wars 108, mais c'est là où on sent un petit peu, non pas le contrôle, mais juste en fait, le bac à sable, il a ses limites et elles sont bien définies. Et s'ils veulent inventer une histoire, il faut que ça soit raconté par quelqu'un ou qu'il y ait potentiellement l'idée qu'on puisse brouiller les pistes ou la réécrire. Après, ce qui est super marrant, je trouve, moi, ça me fume en lisant les numéros, c'est que une fois que Ankar ou Doc Ankar, je sais jamais comment il Doc s'appelle. Ondar. Doc Ondar est lancé. Une fois que ce bon Ondar est lancé, genre t'as 20 pages sur un artefact. Du coup, à un moment, t'as les Stormtroopers qui débarquent dans la boutique et ils font c'est quoi ça? Et il fait alors je vais vous raconter l'histoire. Et là, tu sais, t'imagines que pendant 1 heure, les Stormtroopers ils sont là en mode putain, j'en ai rien à foutre en fait de ce que tu racontes. Et du coup, à chaque fois, ça me fume. Mais... On avait eu il y a eu un comics Tales of the Vader Castle. Donc on est littéralement en train de suivre des gens qui doivent s'échapper de la forteresse de Dark Vador sur Mustafar. Ils sont emprisonnés là-dedans.
ils sont en course-poursuite pour s'échapper, poursuivis par des stormtroopers, des bestioles et tout. Et eux, ils s'arrêtent pour se raconter une histoire d'horreur, en mode conte de la crypte. Ouais. Et donc ils s'arrêtent, et ils se racontent l'histoire. Ils sont pourchassés par des ennemis. Et donc tu les imagines en train de s'arrêter dans un couloir, en train de parler tout bas, parce qu'il faudrait pas qu'ils se fassent attraper. Bah oui. Mais du coup, voilà, en termes de storytelling, c'est un peu foiré, mais mine de rien, les petits twists qu'il a trouvés et Tensax font que ça marche. Et il y a aussi des super covers de Lee Edwards qui vraiment butent la gueule. Je pense que c'est pour ça que le comics va vendre. Parce qu'ils ont toujours fort pour mettre un cover artiste qui envoie. Mais si vous êtes fan, tu vois, dans un côté un peu, je dirais, voilà, le mot, je pense, c'est vraiment encyclopédique, un peu complétiste, de se dire, attends, j'ai l'intention, par exemple, si vous avez l'intention d'aller dans le parc, et là je me tourne vers Phobos, je trouve que c'est vraiment trop marrant parce que du coup, des trucs que j'ai vus, notamment la présence d'un petit animal dans un bac, je n'en dis pas plus, dans le premier numéro, on l'avait vu dans les extraits qu'avait révélé la presse, et donc le premier numéro c'est l'histoire de ce truc là, et du coup t'as effectivement un sentiment, j'imagine, de récompense une fois que t'es en face et que t'as le gamin qui tape sur la vitre comme un débile pour faire bouger le truc, et toi t'es là, alors tu sais qu'effectivement cette créature a été récupérée sur telle planète. Enfin bref. Surtout que Batuu et cet avant-poste, ça commence à faire un certain nombre d'œuvres où on le voit apparaître. Donc ils introduisent ce parc d'attractions depuis un petit moment dans la littérature Star Wars, et ça va continuer dans les mois à venir avec 3 nouvelles œuvres qui sortiront. Et dont un roman consacré à Vai, justement. À Vai Morandi, yes. Et aussi dans Star Tour. Oui, dans Star Tour, tu termines à c'est Batuu. là une des premières mentions de Batuu dans le canon. Il y avait Star Solo Wars. aussi. Il y avait... Solo, oui. Enfin, un paquet effectivement de petites références. Bref, Batuu est amené à devenir une planète importante si elle ne l'est pas déjà. Bon, on parlait de bande dessinée. Alors, mon petit Lane, est-ce qu'on ne parlerait pas de Star Wars 108 ? Et là aussi, si tu peux me présenter un peu le pitch, je dirais même plutôt le concept en fait de ce numéro, ça serait sympa de ta part. Donc Star Wars 108, là où la série Star Wars régulière lancée par Marvel en 2015 en est au numéro 60 et quelques. Voilà, 69 je crois, qui va sortir ce mois-ci. Pourquoi 108 alors qu'on en est au 69 ? Tout simplement parce qu'il s'agit de l'ancienne série Star Wars, celle arrêtée en 86. Première série de comics Star Wars chez Marvel, qui avait démarré avant même la sortie de l'épisode 4. Qu'elle contredisait d'ailleurs sur Qu'elle certains. contredisait, oui, 2 mois avant la sortie, si ma mémoire est bonne. Donc cette année, nous fêtons les 80 ans. 80 ans de Marvel, et donc c'était l'occasion de rajouter un numéro à cette Numéro anniversaire. à cette très ancienne série, à cette toute première série de comics Star Wars, et comme le dernier était le 107, on a embrayé tout de suite avec le 108, et donc il s'agit depuis 2015 à la première œuvre littéraire Star Wars Legend originale publiée. Ce numéro fait à la fois suite au 107 et à la fois suite au numéro 50, si je ne me trompe pas, et c'est pour ça que quelques semaines avant sa publication, le numéro 50 a été réédité, et le numéro 108 a été, pour sa part, édité la semaine dernière. Et donc il nous présente une menace qu'on avait vue dans le numéro 50 qui refait surface, et dont nos héros, puisque le propre de cette série était de mettre en acteurs seulement Luke, Leia, Han, Chewbacca, C3PO et R2D2, et donc de remettre ces héros face à cette nouvelle menace, alors que la Nouvelle République et toutes ses flottes sont occupées à faire autre chose, donc on envoie juste 5 pecnos pour tout régler. Et c'est assez réjouissant, mine de rien. Et oui, c'était très bon, c'était très rafraîchissant. C'est complètement barré, mais comme toute cette série l'a été, comme les œuvres pouvaient l'être dans les années 70-80, il y a des grosses ficelles, c'est un peu exagéré. Il y a des bulles de pensée. Il y a des petits animaux de cette série qu'on retrouve, des oujibs.
je n'oserais pas le dire en anglais, qui reviennent. C'est une très grosse Madeleine de Proust, parce que c'est à la fois des personnages de la série qui reviennent, mais aussi le style de la série qui revient, que ce soit dans le scénario complètement barré, mais aussi dans les dessinateurs, qui sont assez nombreux pour ce numéro, qui ont essayé d'avoir un style de dessin très old school pour rappeler cette ancienne série. Même jusqu'aux couleurs, d'ailleurs, il y a une utilisation de la palette qui est très limitée par rapport aux couleurs qu'on pouvait utiliser à l'époque. C'est ça, c'est très franc, c'est très peu de dégradés. Et ensuite, du coup, ce personnage dont j'ai oublié le nom, qui est Valance. C'est ça, un qui est un cyborg. Et qui a été recanonisé d'ailleurs très récemment dans l'univers donc canon Star Wars. On l'a vu apparaître dans la série de comics Han Solo Imperial Cadet, et qui sera bientôt la star d'une prochaine série, Vador, j'ai oublié la fin du titre, où ce cyborg va pourchasser Vador et essayer de le tuer, on devine avec quelle réussite. Et effectivement. Mais c'est vrai que ce qui est super cool dans ce numéro, c'est que on parlait de bac à sable tout à l'heure, que là il éclate et le sable un peu déborde dans tous les sens. Je suis en train de montrer des planches à JB en même temps pour qu'il voit un petit peu de quoi il s'agit. Là on n'a pas forcément sur cette planche les meilleurs dessins, mais bon, on a quelques figures un peu cultes de l'univers étendu, qu'ils aient été recanonisés ou non, qui font leur apparition. Il faut savoir que le coloriste donc, du comics, c'est celui qui a recolorisé les épisodes 4, 5, 6, quand les épisodes 4, 5, 6, donc version Marvel des années 77, 80, 83, ont été republiés. Ils ont été republiés 2015-2016, ces épisodes 4, 5, 6, et il les avait republiés avec une nouvelle colorisation, donc une colorisation un peu plus moderne, et donc c'est ce coloriste qui avait participé à la réédition de ces comics qui a fait la colorisation de ce numéro 108. Qui du coup mélange en fait des idées qui sont pas du tout, enfin même l'idée d'un cyborg est pas très Star Wars. On voit des gens avec des bioniques, mais jamais un côté, parce que là c'est carrément un Terminator le mec. Oui, c'est un Terminator. C'est un Terminator, mais quand il a de la peau, il a la tête de Nick Fury. Donc, mais ouais, visuellement, là, je suis en train de feuilleter le numéro, il y a vraiment une vraie vibe rétro, un délire vraiment années 70-80 dans les couleurs, dans les designs. C'est assez marrant. Et même dans l'histoire, hein, vraiment, l'histoire, elle est très propre à cette série. Et ce qui est assez marrant, c'est que tu as quand même, du coup, malgré ce feeling, notamment des armes ou même peut-être des designs de vaisseaux qui sont issus de la nouvelle trilogie. Donc il y a un moment, il y a le blaster de Rey, je crois, qu'on voit sur une planche, et j'avais un petit peu bugué en me disant il joue vraiment un peu avec les différentes époques. Et donc, comme je disais, le sable si cher à Anakin passe entre un peu les trous du bac, et là ça se permet quand même quelques folies et trucs vraiment, comme tu disais, frais en fait, parce que on rigole, on se dit ils se prennent pas trop au sérieux, mais en même temps l'histoire est assez bien écrite pour qu'on n'est pas dans du, je dirais, on n'est pas dans du Deadpool non plus, quoi. On est dans une forme d'humour un peu plus raffinée, sans vouloir être méchant pour les fans du Merc with the Mouth, mais pour faire simple, moi ça m'a rappelé ce que faisait un peu Chip Zdarsky avant qu'il devienne cette méga star chez Marvel, ce qu'il faisait sur Howard the Duck, où il y avait vraiment un côté c'est drôle et c'est parodique, mais en fait il écrit assez bien pour qu'on puisse y croire, et ça m'a fait plaisir de goûter en fait à la potentialité d'un éventuel retour du label Legends en tant que un peu l'équivalent de l'univers Ultimate chez Marvel ou de Earth One chez DC, quoi. Sans nous aller dans un délire de multiverse, on pourrait imaginer peut-être une série de comics qui s'inscrit dans cette continuité-là, voire même, sans parler de continuité, prend, je sais pas, la suite du Retour de Jedi, des romans de Thrawn, ou d'un personnage bien aimé qu'on va remettre dans le contexte de l'ancien canon et pas du nouveau. Bah oui, l'univers de Star Wars est suffisamment large, et le comics c'est un médium suffisamment petit pour qu'il se permette de faire des what if sans que les gens crient oh là là mais c'est plus canon, c'est plus machin. Si c'est mis dès le début, tu vois, ça peut être, on peut avoir une storyline alternative, ça peut être assez sympa d'avoir des trucs vraiment délire où ils partent très loin dans des idées, des Yuuzhan Vong et des trucs comme ça. Non, mais même très bien les Yuuzhan Vong. Mais dans des délires, comment dire,
on peut partir soit dans effectivement quelque chose de délire, on peut aussi aller vers quelque chose de simplement en fait un peu libre de ses mouvements. Typiquement, Quand je dis délire, c'était pas des blagues, hein, c'était délire par rapport à la mythologie Star Wars qui est construite actuellement. parce que typiquement, tout ce qui est Shadow of the Empire, qui est complètement culte pour les gens qui ont grandi dans les années 90. Enfin, moi, tu me dis, c'est une série d'Ashrandar en 12 numéros avec c'est de la bagarre et de l'humour et j'achète direct alors que je sais que c'est Legends, tu vois. Je serais même pas deg qui canonise pas d'Ashrandar, tu vois. Je serais là en mode vas-y, donne-moi ma série, surtout si ça te permet de faire n'importe quoi ou de s'inscrire dans la continuité de tel ou tel event, de telle ou telle période. Ça peut être vraiment cool. Et puis ça pourrait aussi servir de laboratoire à idées par rapport à plein de choses à venir, quoi. Il y avait le besoin je vais dire assainir, mais de réduire le canon et l'univers étendu pour repartir sur des basses scènes quand Disney a racheté Star Wars, parce qu'il y avait tellement de trucs que c'était pas possible de dire ah oui mais on va faire du Star Wars mais on va quand même faire via l'univers étendu avec tout ce qui a été fait, parce qu'il y avait même il y a eu des rétropédalages au sein de cet univers, il y a des trucs qui étaient canonisés, décanonisés. C'était plus simple de faire table rase et de repartir à zéro. Là, maintenant que c'est posé, ça roule, ils peuvent se permettre de revenir un peu en arrière et dire oui, vous aimez bien cette histoire-là, on va vous raconter la suite d'un truc qui a 25 ans, c'est pas grave, quoi. Est-ce qu'on y croit du coup autour de la table de l'apparition ou en tout cas de la multiplication d'œuvres qui commencerait par un petit bandeau légende? T'imagines un jour t'es au ciné et puis tu vois Star Wars Legends et puis après t'as le titre, tu sais, juste au lieu d'avoir Star Wars, d'Ashrandar Star Wars Legend Story. Non, je sais pas si sans aller au cinéma, est-ce qu'on peut imaginer peut-être une collection ou un truc qui quelque part en fait ferait plaisir à plein de gens, hein. Enfin, je sais pas si on doit absolument faire plaisir à tout le monde pour embrayer, pour au final embrouiller toute la population sur quel est ce Star Wars, mais l'idée, en tout cas du côté des comics, elle est implantée, quoi. L'idée du multiverse, elle est vachement implantée dans cette culture comics, donc au moins pour la BD, je pense que ça pourrait marcher. Phobos, t'as une idée? Franchement, la seule manière dont je vois où ça peut marcher, c'est peut-être la série. Parce qu'on sait qu'ils vont le faire avec Marvel Studios, Petite notamment. série Disney plus Mara Jade. Je ne sais pas, je pose ça là. Mais honnêtement, je ne sais pas s'ils oseront passer le pas, parce que ça risque d'embrouiller. Enfin, dès que tu tombes sur la série du film, tu es quand même sur du grand public. Et à mon avis, ça risque d'embrouiller un peu les gens plus qu'autre chose. Pour en parler un peu avec les éditeurs, je sais qu'ils ont du mal à faire comprendre au public que les trucs avec un bandeau Legend en haut, c'est pas la même chose que les trucs sans le bandeau. Les éditeurs, ils ont du mal à faire comprendre ça. Le public, un public non averti comme nous, ne sait pas que ça existe, tout simplement, 2 univers Star Wars. Et assez souvent, moi, quand je rencontre des gens qui connaissaient l'univers légende, qui suivent pas trop depuis le rachat, ils me disent « Ah, mais oui, mais tu sais, tous tes livres que tu lisais, ils sont plus bons. » Et je leur apprends à chaque fois qu'il y a une nouvelle continuité qui, elle, est inscrite avec des nouveaux romans. Et donc, on a à la fois des fans Legend qui sont pas au courant qu'il existe une nouvelle continuité, et on a ceux qui ont commencé avec la nouvelle qui sont même pas au courant que pendant des années on a eu des comics et des comics et des romans et des romans et des jeux vidéo et des jeux vidéo qui racontaient une histoire qui aujourd'hui n'est plus canon. On a fait le tour de Star Wars 108, alors avant de terminer cet épisode, vu qu'on est avec un spécialiste du comic Star Wars, je voulais te demander un petit peu de faire un point avec moi, avec nous, éventuellement, je ne sais pas qui est à jour autour de cette table, sur les derniers comics sortis, donc... Afra qui a changé de... Tu sais pourquoi? On va le faire comme ça, on va le faire en mode micro-pitch. Donc Afra qui n'est plus écrit par Kieron Gillen depuis un petit bout de temps maintenant, enfin depuis au moins un arc, si je dis pas de bêtises, voire 2. 3 Il était là au premier, deuxième, troisième, ils l'ont fait à 2 mains, et à partir du 4e, c'était plus lui. Ok, ouais, bon, ça fait un bout de temps, bref, plus que... Le temps passe vite. Plus que je le pensais, tu vois, tu me le rappelles, mais bref, qu'est-ce qu'on en pense? Et est-ce que tu conseilles, toi, en tant que... T'es le plus grand fan d'Afra que je connaisse? Voilà, donc tu me demandes si moi je conseille Afra. Ouais, donc c'est oui, je pas conseille Afra. C'est pas forcément la question. J'ai appelé mon chat Afra, d'accord. Voilà. Okay. Est-ce qu'il a un petit bonnet et tout? Ce serait trop mignon. Non, par contre, ses pattes avant, elles sont noires, sauf le bout des pattes qui est blanc, et donc ça fait comme des mitaines. Et Afra porte des mitaines. Effectivement, donc tout j'aime était beaucoup. prévu. Voilà, tout était prévu. Faut que tu lui fasses un petit costume pour une convention ou un truc comme ça. Ouais. Elle est encore un peu faux folle. Elle l'arracherait.
Cela dit, ça va avec la personnalité du Exactement, héros, de exactement. l'héroïne. Voilà. Et donc, Même si je vois pas Afra pisser sur mon lit, mais j'espère pas, ce serait un peu plus bizarre. On rentre dans une troisième, Oui. Une troisième timeline Oui, Star Wars. oui. Ok, Voilà. ok. Alors sans rentrer dans Donc cette... oui, donc Afra recommande chaudement, même si je dois malheureusement avouer qu'il y a eu un petit arc là assez récemment qui était un peu en dessous de Très tout, confus. voilà, très confus, finalement très. Afra en général, ça part dans tous les sens et ça aboutit à un point. Là, on partait d'un point et on aboutissait à un point. C'était assez ennuyeux, c'était trop ennuyeux pour du Afra. Afra n'était pas là, d'habitude dans cette série, Afra est là à imaginer 1 million de plans, tous plus dingues les uns que les autres. Là, pendant tout l'arc, elle subissait absolument tout. Mhm. Bah, je pense que l'idée c'était effectivement de descendre le perso, de lui faire vivre un truc assez brutal, mais il n'y a pas le chaos un peu contrôlé qui est un peu la marque de fabrique de Kieron Gillen. Je me tourne vers JB qui est son plus grand fan. Normal. N'est plus là quoi. Il manque vraiment un truc qui fait que c'est confus en fait. Je pense qu'il n'y a qu'un mec avec le cerveau de Kieron Gillen qui peut arriver à faire sens de tout ça. Et si lui, il en fait sens, toi, tu comprends. Mais si t'as un scénariste qui est pourtant capable... mais... Dans l'arc The Catastrophe Con, Spurrier a réussi à faire quelque chose. Dans cette prison-là, il y avait même un twist magnifique à la fin, qui était d'ailleurs prévu dès le début. Je vous laisse... voir si vous trouvez l'indice, qui était magnifique, et il avait réussi à faire quelque chose, mais là non. Cela dit, on a repris pas. sur des bases un peu plus saines sur le dernier numéro, qui est qui se situe en partie dans le passé de l'héroïne, on ce qui est découvre plutôt son passé, pas mal, je trouve. et en même temps, il y a une intrigue future qui va reprendre des pistes qui datent de 2 arcs d'avant, donc Ce que j'ai beaucoup apprécié aussi. voilà. On ne citera pas parce que c'est Oui. un peu spoilerifique pour les gens qui lisent la série, mais effectivement, accrochez-vous, il y a ces 3-4 numéros qui sont pas fameux, mais on revient peut-être sur des bases un peu solides, et en plus, on est à on est une trentaine de numéros maintenant, Afra... peut-être encore facile même en fait. Ouais, Je sais Je pas, crois que le 32 vient de sortir. Ouais. Bon bref, on va dire une trentaine de numéros, et je trouve que je sais pas pourquoi, mais dans ma tête j'étais là, revenir un peu plus sur les origines, son enfance et tout, je trouve que c'est le bon moyen de raccrocher après un arc qui était un petit peu confus. C'est bien de revenir un petit peu en arrière. Et c'est marrant, c'est un truc qui a été abordé dans plein d'arcs, mais qui a jamais vraiment été pris de front, et je trouve ça intéressant qu'ils y aillent enfin. Mine de rien, c'est la 2e série Star Wars depuis le rachat la plus longue. Ouais, donc et sur un personnage en plus créé de toutes pièces. Voilà, et c'est la seule série 100% originale. Ouais. Et c'est aussi pour ça que vous devez la lire. Truc pas du tout original, puisque c'est un tie-in pour le roman Alphabet Squadron. Tie-in, t'as compris? Ouais, j'ai compris, mais c'est pas vraiment un tie-in, plus qu'il se passe. C'est plus un préquel, quoi. Voilà, il se passe 1 ou 2 ans avant. Voilà. Donc bref, on est sur une escadrille de pilotes. Oui, on est carrément. Bon, dans le comics, c'est plutôt un escadron. Shadowing. C'est un escadron de la Shadowing. Voilà. Et la Shadowing comporte, mettons, une douzaine d'escadrons au total. Voilà. Et dans le comics, on va en suivre un. Et dans le roman Alphabet Squadron, on en suivra possiblement d'autres. Et qui se passe de l'autre côté. Donc là, on est du point de vue des impériaux, quelques années avant ce bouquin. Voilà. Et on va... Donc on est après le retour du Jedi. Mission... Le comics c'est avant le retour du Jedi, et le roman sera après le retour du Jedi. Voilà. Donc le comics, on suit une mission d'un escadron de chasseurs TIE, de cette Shadowing, et le roman qui lui se passera après le retour du Jedi suivra un escadron, donc pour le coup de la Nouvelle République, qui devra mettre fin aux agissements de cette Shadowing après la mort de l'empereur. Et c'est d'ailleurs intéressant que ça soit un escadron de la Nouvelle République et pas de la Résistance, qui n'existait pas bien sûr à l'époque, mais au moins on est dans cette période un peu plus
je dirais, comme tu parlais d'échelle tout à l'heure et de côté un peu conflit global, bon, là je me doute aussi que ça va être un peu escadron contre escadron, donc ça sera pas non plus massif. Pas forcément. Mais La générale Syndulla est dans le coin. Ok, très bien. Voilà ce qu'il nous fallait pour attaquer la série. Plutôt bien gratté d'ailleurs, assez dynamique je trouve. Oui. Là aussi des super covers de Lee Edwards. Les covers sont magnifiques. Après, est-ce que ça vaut vraiment le détour? Je sais pas. Si vous avez l'intention... C'est original et j'ai envie de dire, on a tellement peu d'œuvres 100% originales que justement celle-là, faut plutôt aller dessus pour espérer en avoir plus, pour montrer que ça plaît et arrêter d'avoir toujours les mêmes héros en couverture, comme c'est le cas dans la série Age of. Ah, j'ai même plus besoin de faire de transition. Tout à fait. Donc là, maintenant, on avait parlé de Age of the Republic qui avait 2-3 numéros pas si mal. On vous l'a dit il y a quelques épisodes. Donc là, maintenant, on est passé à Age of the Rebellion, dont tous les numéros sont écrits par Greg Pak, qui est un scénariste avec lequel je fais beaucoup de mal depuis ses débuts chez Marvel. Donc je ne suis pas étonné de les trouver très dispensables, même si je dois avouer avoir un faible pour le Lando, parce que les dessins étaient vraiment très beaux. J'ai vraiment trouvé hyper chouette. Et c'est un peu le côté génial en fait de cette série. Enfin, de cette initiative éditoriale, c'est pas vraiment une série, c'est plus, on va dire, une compile de one-shot. Et il y a du bon, il y a du mauvais. Vous pouvez pas vraiment savoir à l'avance, mais si vous jetez un œil au dessin et que vous êtes un peu pas trop regardant sur le scénar, au pire, c'est juste un one-shot, quoi. Vous savez qu'une fois que vous êtes à la dernière page, si ça vous a pas plu, personne va en parler plus longtemps que ça. Moi, je conseillerais le Lando et le Jabba pour l'instant. Mais surtout le Lando, parce que le Jabba était très dispensable. De toute façon, tout est dispensable. Oui, tout est dispensable. Chez Republic, Age of Republic, il y avait certains numéros sur les méchants qui étaient intéressants parce qu'ils montraient un peu l'origine story du méchant, pourquoi il est méchant, ou une pierre angulaire de son passé. Les gentils, ils sont gentils, quoi. Point. Donc les Jedi, c'était toujours un peu ennuyeux. La Rébellion, c'est un peu plus nuancé, que ce soit chez les gentils ou les méchants. En général, les numéros sur les méchants sont toujours assez sympas, même si Boba Fett, c'était quand même une grosse purge. Oui, il était un peu ennuyeux. Il a une parole, je crois, dans le comics à la toute fin. Ouais. Même si je dois avouer que j'ai été très agréablement surpris par le numéro sur Luke Skywalker qui est sorti aujourd'hui. Ok. Et qui se passe quelques jours ou quelques semaines avant l'épisode 6. Ok, ouais, j'ai entendu du bien de cet épisode, cet opus-là sur Twitter, pendant que je montre des pages de Lando à ce bon JB. T'en penses quoi, JB? Je trouve pas ça très très joli, donc je suis pas trop attiré. Moi je trouve ça hyper beau. J'avais bien aimé. C'est qui le dessinateur? Alors je vais te dire ça tout de suite, mais je te laisse embrayer parce qu'il faut que je cherche. Parce que ce que j'aime beaucoup, c'est que le style se rapproche beaucoup à ce qu'avait fait Alex Maleff sur la mini Lando publiée en 2015. Et que j'ai bien aimé. Et donc c'est Matteo Buffagni. Voilà. Matteo Buffagni. J'aime bien qu'il se rapproche un peu du style de. Il y a un côté aussi un peu old school dans le trait avec des lignes très noires. Alors j'aime pas trop le dessin, par contre j'aime bien la colo. Ok, t'aimes bien la colo. Ok. Mais non, moi j'ai trouvé assez bien, même l'histoire je l'ai trouvé assez cool. Là pour le coup, c'est une sorte de mini solo Star Wars Story mais pour Lando. Dans l'idée, en fait, il est pas si vilain. Et le Jabba est assez marrant dans le côté un peu teubé de Jabba, genre comment il règne sur son empire criminel. Pas très beau, mais assez fascinant en fait à regarder, je trouve. Et une belle référence à une nouvelle du recueil de nouvelles Canto Bight sur le vin justement, et le vin a une place importante dans ce comics. Effectivement, ce qui est assez inhabituel, mais quand on est un peu complétiste comme toi et moi, j'ai trouvé ça assez marrant à lire. Mais c'est moche, enfin pas très beau. C'est pas très joli. Et moi j'ai toujours du mal quand sur des one-shots, t'as plusieurs dessinateurs, quoi. Ouais. C'est là, ça a du mal, je pense, à te poser une ambiance parce que t'es déjà sur une histoire qui est courte. Si en plus ça change de style visuel souvent, je trouve pas ça idéal en fait pour ce format d'avoir plusieurs dessinateurs. C'est là que tu vois qu'ils s'en battent royalement les couilles de Star Wars chez Marvel. Le numéro sur Luke, il y a une scène où il y a. Tu m'as dit ça change d'une case à l'autre. Voilà, il y a une scène où il y a l'empereur et Vador qui parlent. T'as la page où t'as Vador qui fait une réplique à l'empereur. Tu tournes la page, c'est l'empereur qui lui répond. Le dessinateur a changé. Donc voilà. On sait qu'ils n'emploient pas les meilleurs et qu'ils n'ont pas trop d'idées, mais
Mais j'ai vraiment du mal à comprendre ces initiatives éditoriales-là, quoi, parce que c'est un one-shot, ça fait 25 pages, tu peux le confier à un dessinateur. Et là, ça devient intéressant d'avoir chaque numéro qui a une vraie identité visuelle, tu vois, alors que d'avoir des dessinateurs du coup qui n'ont pas le temps de poser un vrai style parce qu'ils doivent faire 8 pages et puis ils passent à 8 pages d'un autre numéro, je comprends pas du tout cette démarche. Ouais, bah moi non plus. Après, je pense que ce bon Cebulski a d'autres chats à fouetter et qu'il essaye déjà de relancer Marvel comme il peut. Et encore, des fois, ils en prennent des qui ont un style qui est assez similaire. Le one-shot sur Beckett, il y avait 3 dessinateurs et tu le voyais à peine. Ouais. Et après, tu lis des choses comme Screaming Citadel, où tu as 3 dessinateurs et tu pouvais pas trouver 3 styles plus différents les uns que les autres que ces 3-là. Ouais, non, il y a vraiment il y a toujours eu un problème du côté des comics Star Wars. De Mace Windu. Ouais, non, mais la série Mace Windu, il y a énormément de choses qui sont pas vraiment regardables. C'est pour ça qu'en fait, j'ai du mal même à conseiller ces one-shots parce que, bah, comme dit JB, même cette initiative éditoriale qui pourrait laisser la place à d'autres histoires, des trucs un peu plus contenus, limite des artistes un peu plus, je dirais, inhabituels autour de Star Wars, parce qu'on est quand même dans une majorité de trucs faussement photoréalistes. Moi j'aime bien voir, c'est pour ça que j'ai bien aimé Lando qui a un style beaucoup plus proche d'un Darwin Cook. Alors là je le survends, mais non, je trouve que c'est vraiment dans ce côté old school dessin animé, et j'aimerais bien voir à chaque fois des trucs très différents. Après, le fait qu'à chaque fois ce soit le même bonhomme qui s'occupe de tous les one shots, que son seul angle d'attaque c'est tel personnage, bon, on va avoir Age of the Resistance ensuite, bon, je vais y arriver, mais je pense que c'est un gain de temps tout simplement. Mais le problème c'est que faut pas s'exciter non plus tout de suite, parce que ce qu'on va avoir ensuite ça va être tout ce qui est tie-in à Star Wars 9, et puis on verra en 2020 s'ils vont pas rebooter la série Star Wars dans une autre époque. Ou... Je sais que pendant un temps il y avait une rumeur parce que Cebulski avait dit ouais, j'ai la solution pour faire péter les ventes ou je sais pas quoi, et en fait c'était le fameux numéro 1000 de Marvel là. Numéro 1000, je suis pas sûr que c'était le numéro 1000, mais je crois que c'est ça, où c'est un one shot où il y a les plus gros, enfin il y a même Lord Miller, je crois, qui écrivent un numéro sur Spider-Man, il me semble. Enfin, il a réuni plein de gens et c'était ça. Et alors que je crois que Bleeding Cool avait dit bon bah c'est sans doute un relaunch de Star Wars parce que ça vend hyper bien et tout. Mais c'est dommage parce que du coup, vu que ça vend quand même toujours bien, parce que les fans de Star Wars sont dédiés et veulent tous savoir, et ben ils ont pas forcément. Enfin, ce qu'il faudrait, c'est presque que la branche soit séparée de Marvel entre guillemets. En termes de vente, on n'est plus comme en 2015 ou 2016. Alors. Oui, non plus, mais il y a quand même encore 2-3 numéros et séries. Enfin, je veux dire, par rapport à la moyenne du super-héros, on n'est pas non plus trop en dessous, quoi. Malheureusement, les initiatives vraiment louables, comme par exemple Star Wars 108, je trouve que c'est vraiment cool du début à la fin, même si c'est totalement anecdotique, sont rares. Tout comme, puisqu'on parlait les trucs dispensables sont très nombreux. On a eu aussi la série Vader Dark Vision. Bah moi j'aime bien, tu vois. T'aimes bien ? Bah ouais, l'idée de voir Vador à travers les yeux des autres gens. C'est pas ça que j'aime bien dedans. Ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Moi, ce que j'aime bien, c'est que on va mettre ça dans un cadre un peu inédit à Star Wars. Sans trop en dire, le premier numéro, c'est quand même un truc un peu Vador contre Godzilla, quoi. Mm-hmm. C'est pas quelque chose qu'on a souvent vu dans Star Wars. Le deuxième, c'est un peu un Fast and Furious, sauf qu'au lieu que ce soit une voiture, c'est un Star Destroyer. Le troisième, c'est une femme qui est folle amoureuse de Dark Vador. Fameux numéro qui a... Polémique. Ouais. Fameux numéro polémique, ouais. Sur le... Il y aurait des choses à redire. Je n'en parlerai pas, c'est une merde. Alors, on peut réexpliquer peut-être pourquoi, parce que je pense que tout le monde n'est pas au courant de ce qui se passe autour du numéro. Donc, est-ce que quelqu'un veut prendre la parole pour... En gros, c'est donc un numéro qui met en scène une femme qui est folle amoureuse de Dark Vador, et ça reprend en fait des codes qu'on retrouve habituellement dans les fanfictions, mais avec beaucoup de mauvaise foi. Sur la fanfiction. Tout à fait, mais avec beaucoup de mauvaise foi en fait, et de
et de dénigrement de tout ce que c'est de tous ces clichés, et surtout je pense une mauvaise compréhension de ce que ça représente notamment pour les fans féminins qui sont en fait les premières productrices et consommatrices de fanfiction, et donc en fait ça donnait quelque chose de totalement sexiste et misogyne et pas intéressant, qui finissait par Dark Vador qui tuait cette pauvre nana qui avait rien demandé, avec en plus des plans où sur le plan où elle est morte, en fait, elle était dessinée encore plus sexy que dans les planches précédentes. Donc voilà, c'était un peu raté sur toute la ligne. Surtout, je comprenais pas le message qu'il y avait derrière, si ce n'est regarder ces meufs trop teubées qui écrivent des petites histoires avec des nanas. Franchement, c'est quand même nimp. Et puis bon, heureusement, on peut les buter à la fin, quoi. C'est drôle. Donc ça n'avait pas grand intérêt. La morale, oui, c'est quand même à la fin, ces fangirls, Dark Vador qui l'appelle Garbage, donc il la tue, et donc la morale c'était un peu ces fangirls qui idéalisent Kylo Ren, Dark Vador, etc. Bah, finalement poubelle. La dernière réplique du comics, donc c'est Vador qui dit Come get this garbage out of my quarters. Voilà, donc venez me débarrasser de ce déchet. Voilà, donc la morale n'était pas forcément la vision de la fangirl et la morale associée était oui, très discutable. Du coup, j'ai envie de le hate read, voilà. Comme on hate watch des trucs, voilà. Non, c'est le Fast and Furious tout à l'heure qui m'a donné envie en vrai. Ouais. Celui-là, il est un peu survendu, je trouve. Mais... Ah non, incroyable. Et surtout le dessinateur a un style très... Là aussi on change de dessinateur d'un numéro à l'autre. Oui, chaque numéro de là aussi ce c'est des Vador. one-shots, donc ça peut se comprendre. Voilà, c'est des one-shots, c'est une série d'anthologie. Et donc c'est très... Le dernier était pas mal, j'ai trouvé. Avec une sorte de pilote prodige qui va croiser la route de Vador. Oui, mais j'ai trouvé ça un peu surréaliste. Non, pas surréaliste, un peu pas réaliste, justement. Absolument pas réaliste. J'ai pas aimé ce qui arrive. Voilà. Il est sorti peut-être un peu trop tôt pour qu'on en parle. Oui, sorti la semaine dernière. Aujourd'hui, mais c'est vrai qu'effectivement il y a un côté un peu débile. Oui, un peu. Je sais pas comment on dit. Ça donne beaucoup d'ampleur à ce personnage pour un one shot sur Dark Vador qui est globalement pas très intéressant, mais pas trop mal gratté non plus. Donc c'est marrant parce que tous ces trucs anthologiques, ces one shot, on peut se dire pendant longtemps j'ai appelé ça de mes voeux en fait, en disant arrêtez avec vos séries là qui partent dans des délires, je comprends plus rien, faites juste des mini, faites juste des one shot, et je me rends compte que vu les gens qui mettent sur les one shot et ce qu'ils peuvent faire, c'est peut-être pas la solution. Donc je sais pas quelle serait la solution, en tout cas j'ai juste hâte qu'on arrive à une nouvelle époque. Plus d'Afra est une solution, mais je pense que une solution un peu plus sans doute un peu plus crédible en termes industriels serait peut-être de... Le comic sur Vador là, qui va y avoir lieu, c'est Target Vador. Ah, Target Vador. Voilà, et donc justement, on a un peu cet effet de quand une série Vador s'arrête, il faut relancer il faut refaire une série Vador. Alors qu'il y en a une et demie de correct. Quoi. Voilà. Mais bon, les éditeurs le disent, on met Vador sur une couverture, on fait 20% de vente en plus. Voilà. Donc, ils vont en chier quand il y aura plus du tout Vador, qu'il va falloir vendre des comics originaux avec des bons artistes, tout ça. J'ai hâte que ça se fasse, ça serait intéressant. Alors, le tie-in épisode 9, il sera sympa, je pense. De ce qu'on en sait, il sera cool. Bah, je pense qu'il y a moyen de faire 2-3 trucs intéressants. Il y a un an entre les épisodes, ce qui associe un peu plus de marge pour créer des trucs pas trop bêtes. Poe était déjà entre 8 et 9. Enfin, j'ai un petit peu d'espoir là-dessus. Après, je me hype pas sur des produits, tu vois, genre compagnons du film. Maintenant, si, tu vois, je te donne un exemple tout bête, si les reines sont plutôt pas mal développées dans le film et ont un rôle important, je trouvais ça hyper stylé que t'arrives en janvier et t'as une série sur eux, tu vois, sur comment ce groupe s'est créé et tout ça, avec un vrai mec qui a bossé là-dessus. Par exemple, des mecs comme Charles Soule qui sont très proches de Lucasfilm, qui font des gros projets avec eux et tout. Je vois totalement ce genre de projet arriver. Maintenant, est-ce que ça va suffire à nous faire tenir jusqu'en 2022, parce que entre temps, tu vois, est-ce qu'on va continuer à se manger? On fera peut-être un épisode spécial. On va avoir les œuvres qui vont graviter autour des séries après. Ouais. Et des épisodes 7, 8 et 9, une fois qu'ils seront terminés, on pourra raconter ce qu'on veut autour. Enfin, peut-être pas. Mais en tout cas,
Ça va être cet inconnu-là, on en parlait pendant l'épisode Célébration, il y a un côté un peu frisson et en même temps terrifiant d'y penser, c'est que voilà, ça va s'arrêter, on va être dans cette phase où on n'aura que des séries et puis on saura qu'une nouvelle époque, de nouveaux héros arrivent. Est-ce qu'ils vont commencer à travailler tout ça en comics, en roman? Parce que là, c'est quand même une opportunité énorme. Il y a que ce de projet recréer Star Wars, littéraire quoi. qui a été annoncé, dont on ne sait absolument rien. Oui. Voilà. Donc, On sait qu'il y a un gros projet avec au moins 5 auteurs, mais on n'en sait rien. Mais tu le vois, toi, concerner une nouvelle époque? Non, je pense que c'est plutôt quelque chose qu'on connaît. 5 romans sur Dark Vador. Je ne sais pas, mais je pense que ça sera quelque chose purement littéraire, pas raccroché à une œuvre, à une série, à un film, à un jeu. Ce qui peut être assez intéressant pour remettre un petit coup de spotlight sur les bouquins. Oui, parce que des œuvres purement littéraires, on a Afra, on a Alphabet Squadron là qui arrive, elle est riposte à la limite, et c'est tout. Ouais. Bref, de belles choses nous attendent, ou de très mauvaises choses, aussi bien dessinées que la mini-série Mace Windu. Bref, avant qu'on conclue, définitivement cette fois, je voulais juste que Lane nous fasse un petit point, puisqu'on a beaucoup parlé de Vador et qu'a priori ça fait vendre. Est-ce que ça t'a incité à acheter un Oculus, un casque VR? Est-ce que c'est l'Oculus lui-même L'Oculus Quest, c'est L'Oculus le Quest. tout nouveau qui vient de sortir, qui n'a plus besoin d'un PC pour fonctionner, il est 100%... 100%, il fonctionne Autonome. tout seul. Autonome, merci. Ok. Et tu as pu tester avec ça la première expérience VR de ILM X Lab Dans son salon. Dans son salon, Voilà. parce que jusqu'à présent c'était limité à certains événements. Nous, avec Phobos, on avait fait Trials on Tatooine, qui était la première expérience de VR sur place. Il fallait faire la queue et tout, c'était compliqué. Maintenant, directement dans le salon, le premier épisode de Vader Immortal, écrit par David S. Goyer. Alors dis-nous tout. Eh ben, c'était très intéressant. Ouais. C'est assez court, même si c'est le premier chapitre de 3 chapitres. Et donc ça dure 1 heure, 1 heure et demie. Ça coûte que 10 €. Donc au total, il y aura 5 heures à peu près pour 30 €. Donc c'est assez raisonnable. Combien compte l'Oculus au départ? Parce que... Donc Voilà. l'Oculus Quest coûte, son entrée de gamme est à 450. Ouais, et voilà, c'est pas juste 10 balles. Voilà, et si tu veux la version avec plein de gigas pour mettre plein de jeux dessus, c'est 550. Voilà. Donc l'histoire est très intéressante et fait presque suite, d'une certaine manière, aux comics Dark Vador, puisque De Charles Soule. de Charles Soule, puisque l'histoire se passe dans la forteresse de Dark Vador, forteresse qui a été bâtie dans le tout dernier arc de ce comics. Donc il y a pas mal de petites références à cet arc du comics et ça va plus loin. Et on incarne un nouveau personnage qui semble avoir des ancêtres assez intéressants et ça utilise pleinement la VR. Et donc je vous laisse imaginer les combats au sabre laser dont vous pourrez faire l'expérience dans ce jeu. Ok, donc c'est plutôt cool de savoir que c'est déjà il y a un tissu narratif qui est développé et C'est en ça. plus moi je sais que Trials of Tatooine et moi je suis un gros sceptique de la VR mais c'est vrai que j'étais un peu en mode bon je répare le faucon avec ma manette, génial, et à un moment il était là vas-y prends ton sabre laser et instantanément j'étais en mode oh putain c'est le meilleur truc tu vois, donc juste renvoyer les tirs de Stormtrooper, je pense que j'aurais pu faire ça pendant 1 heure. Ouais. Donc je pense que tu fais ça par contre que pendant 1 heure parce que en fait après une fois que tu l'as vécu c'est plus le même effet, mais c'est quand même sympa de se dire que accompagner et puis en plus visiter cette forteresse qui moi je trouve un lieu Oui. super fort, même si je sais qu'il y a beaucoup de gens qui détestent cette idée, je la trouve absolument géniale pour ma part et Qui passe pas tant de temps que ça, Ouh. sans trop en dire. ok. Non mais limite aussi c'est intéressant de savoir que ça s'ouvre des portes. JB, tu voulais rajouter un truc? Je trouve ça intéressant que, enfin en VR, on commence à avoir autre chose que juste des expériences et des essais de gameplay, quoi. Là, il y a ça. un peu de narration, il y a des trucs comme ça qui se rajoutent. Ça. C'est plus juste un gadget, quoi. Ça commence à être un C'est- vrai jeu. C'est vraiment beaucoup plus narratif qu'un jeu. L'accent est vraiment mis sur le côté narratif que sur le côté utiliser le sabre laser. Le sabre laser, à part à la fin du chapitre 1, tu l'utilises pas vraiment. Tu vas plus utiliser on a un genre de clé pour déverrouiller des portes, des mécanismes et tout, pirater des trucs. On utilise plus ça que le sabre laser. Mais ça a l'air quand même sympa.
Oui, En tout cas, tu nous l'as Très vendu sympa. et c'est la première expérience VR que vous pouvez vivre directement chez vous sans faire la queue au milieu de fans cosplayés qui sentent la transpi. Donc c'est quand même plutôt cool. Sur ces belles paroles, on va passer à la conclusion, poser le vaisseau tranquillement et se faire des bisous. La fête est terminée. Plusieurs botanes sont morts pour nous fournir cette information. J'aimerais voir un peu d'optimisme ici. Ça, c'est ce qui s'appelle une course de modules. Mesdames, messieurs, merci de nous avoir écoutés pour ce nouvel épisode news. J'ai essayé d'ouvrir un petit peu l'épisode news à d'autres sujets, avoir une petite partie de débat. Peut-être qu'on peut s'insérer comme ça à chaque fois une petite réflexion. Si l'actu nous le permet, ce sera ça. Et si tout le monde est calme et dans la bonne humeur et sans négativité, on trouvera le moyen de dénicher la petite bête et d'en discuter entre nous et avec vous. Donc encore une fois, n'oubliez pas de nous mettre les petites étoiles, les petits commentaires par rapport à toutes les questions qu'on a posées dans ce numéro. Et puis j'ai envie aussi de saluer mes contrebandiers du jour. Donc Phobos, merci pour ce point Phobos assez détaillé. J'imagine que tu vas continuer à suivre de près l'actu Galaxy's Edge. Donc tu seras sans doute la première à savoir quand est-ce que Rise of the Resistance va ouvrir. Donc allez la suivre sur les réseaux sociaux Hi Phobos pour en savoir plus. Je tweete régulièrement sur Galaxy's Edge et effectivement, un peu trop régulièrement d'ailleurs. l'aventure n'est pas finie puisque l'inauguration à Disney World risque d'être fort savoureuse et ça se passera fin août. Très bien. Lane, on te retrouve sur starwarsuniverse.com. On te retrouve sur Twitter Lainangsu, Comment tu écris ça? Lainanksoo. Très bien. Un nom très Star Wars, ma foi. Oui. Quelle est ton actu? Est-ce que tu veux parler un petit peu, je sais pas, des dernières chroniques que tu as écrites, un projet qui arrive autour de Star Wars Universe, tout ce que tu as envie, tout ce qui te passe par la tête? À venir, comme j'ai eu la chance de lire Alphabet Squadron en avant-première. Tu m'en avais dit du bien d'ailleurs. Exactement, critique d'Alphabet Squadron le jour de sa sortie. Ok. Et sinon, comme d'habitude, les critiques des comics, dès la fin de l'arc, la critique est disponible sur Star Wars Universe. Et on t'en remercie car ça aide De rien. à savoir où on en est quand on quand on achète les comics au comic shop, hein. Chez Gibouille. Doc Ondar. Chez Doc Ondar, ouais. Alors ce comic, c'est une histoire. Oui, je sais pas, tu me tends le micro là. Ah, mon actu, j'en ai pas, je suis en train de déménager, donc je fais des piles de livres et je vais chez Gilbert Joseph. Voilà, ma vie est passionnante. Tu peux aller déposer des livres pour moi, là, il y a ceux qui traînent, là. Si tu veux, je te donne un pourcentage. Ça dépend, tu les as scannés avec l'appli et tout, tu sais qu'ils te les reprennent ceux-là? Bon bah écoute, je les prendrai avec moi, j'y vais toutes les semaines en ce moment, donc par contre je garde l'argent. Ah, c'est moyen comme plan du coup. Mais en même temps, ça me fait tellement chier de les voir là. Il n'y a pas de truc Star Wars d'ailleurs, je peux même pas les refiler aux gens. Et puis, franchement, je pense que je vais les donner à la médiathèque, c'est un plus beau geste. Donnez vos livres aux gens qui en ont besoin, ne les revendez pas tel un pirate qui est Jean-Baptiste. J'allais dire ton nom de famille, comme ça ils auraient pu te retrouver, te saigner à blanc. Mais ce n'est pas l'idée, car je le rappelle, ce podcast est consacré à l'amour et à l'amour de la guerre des étoiles. Bref, d'ici là, portez-vous bien. Écoutez-nous sur les plateformes que nous avons choisies, hein, petit heads up, qui sont pour l'instant Spotify, SoundCloud et iTunes. On n'est toujours pas sur Deezer pour une raison qui m'échappe, alors que moi personnellement je paie un abonnement Deezer. Donc si vous êtes quelqu'un qui a le pouvoir de dire à Deezer mettez ce podcast sur votre plateforme, n'hésitez pas à les étrangler avec la force, faire quelque chose qui provoque chez eux l'envie de poster le podcast The Outrider sur Deezer. À part ça, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode thématique. Il y en a un paquet dans les fourneaux. Là, c'est vraiment, ça carbure, tout pour la simple et bonne raison qu'il y avait énormément de choses que j'avais envie de, aborder avec plein de gens différents qui ont été invités, et puis on a eu des empêchements, soit de notre côté, soit de leur côté, ou alors le conducteur n'était pas prêt, j'avais envie de passer un peu plus de temps, donc il y a plein de trucs qui arrivent.
Pour le coup, on a stocké, du coup, malgré nous, donc c'est bien. Ça veut dire que même si l'actu est un peu calme cet été, on aura de quoi vous proposer de belles choses. Vous serez directement à la plage, à la montagne, ou sais-je, en Pologne peut-être, hein, pour... Singapour, a priori. la prochaine. Singapour, Ouais. bah, c'est pas mal. C'est sympa. Hein. Ouais, mais quand tu passes un mois à travailler là-bas jusqu'à minuit, c'est pas forcément... le Non, même il délire. y a certaines lois qui me plaisent pas. Ah, ok, oui, c'est vrai qu'il y a ça Certes. aussi. Bref, attention aux lois, attention aux gens qui utilisent vos podcasts, attention à bien mettre 5 étoiles à ce podcast, sinon je vous retrouve. Tous nos bisous à vous, tous nos bisous à la famille de Peter Mayhew, qui nous a quittés il n'y a pas longtemps. Harrison Ford a été super classe à l'ouverture de Galaxy's Edge et dans ses récentes interviews pour parler de lui, donc ça m'a vraiment fait chaud au cœur. On s'est demandé un moment, je me suis demandé, j'ai même demandé à Phobos et JB, est-ce qu'on ferait un épisode sur Chewbacca en tant qu'hommage. On s'est dit que la déontologie et pas mal d'autres choses faisaient que c'était peut-être pas forcément le moment, mais moi je pense à mon Chewie et au nouveau Chewie, ce bon Jonas qui va continuer d'incarner notre bestiole poilue favorite. Bref, ça fait bientôt 2 heures que vous écoutez l'onde la plus pirate de toute la galaxie et je vous remercie pour ça. Allez, bisous. Ciao. Bisous. Eh bien, Votre Altesse, c'est l'heure des adieux. Oui, je crois. Surtout, ne me remerciez pas tous à la fois. Alors, t'as eu ton fric et tu tires ta révérence? Si on réussit à éviter que les bonnes femmes s'en mêlent, on devrait pouvoir se tirer de là. Oh, tu fous la merde partout. Ne m'énerve pas, petit gars. Prends ta pelle et ton seau et va jouer. Allez, on